L'histoire commence avec un garçon orphelin nommé Ruto, qui vit dans les bidonvilles et a pour hobby de voler des déchets dans les poubelles des riches. Ce monde est divisé entre la ville aux murs blancs où vivent les riches et les opulents, tandis que des déchets sales comme Ruto se trouvent dans les bidonvilles noires à l'extérieur. Dans ce monde, il existe une légende selon laquelle chaque objet a une âme et montre son véritable potentiel si vous en prenez suffisamment soin, ce qui le rend précieux. Mais les riches jettent tout ce qui a même un peu d'utilité et tout finit dans un immense site de collecte des déchets, ce qui finit finalement dans le grand trou avec les personnes qui ont commis des crimes. Un jour, du côté des riches, une femme dit à sa fille de jeter son jouet en peluche après qu'il ait été un peu endommagé. Elle dit que le réparer ne fera que le rendre moche, et ils peuvent toujours en acheter un nouveau. En entendant cela, la petite fille s'essuie le visage et le jette sans réfléchir alors qu'elle commence à parler de vouloir un chaton pour son prochain. Après cela, sa mère empaquette tous les déchets et les dépose dans une ventilation souterraine où ils finissent dans un camion poubelle. Le camion atteint le site de collecte et Ruto saute de son chemin vers l'une des pièces latérales pour chercher quelque chose d'utile. Là, il fait accidentellement trop de bruit pour que le garde ne le remarque. Le garde entre rapidement et pointe son arme sur le garçon, lui demandant s'il est le célèbre pilleur de déchets, puis appuie sur le bouton d'alarme pour demander des renforts. Ruto saisit le premier déchet à portée de main et le lance sur les gardes. Quelques œufs pourris éclaboussent leurs uniformes impeccables, et cela suffit à les figer sur place. Trop dégoûté pour réagir. Pendant qu'il reste là, choqué, Ruto grimpe de nouveau dans la ventilation, sans même se retourner. Il atteint la surface près de la sortie, mais sa chance tourne alors que la porte se ferme brusquement juste devant lui. Avant qu'il ne puisse trouver un plan de secours, d'autres gardes se précipitent et ouvrent le feu. Ruto esquive à travers le chaos et sprinte vers le mur. Une balle frôle son bras, mais il parvient tout de même à sauter par-dessus et à disparaître dans l'ombre. De derrière, les gardes crient qu'ils ne peuvent pas laisser un enfant s'échapper, mais à ce moment-là, Ruto a déjà rampé à travers un tunnel d'égout. Amoché et agacé, il murmure à lui-même à quel point il est ridicule que les riches protègent leurs déchets comme s'il s'agissait d'un trésor national. Le lendemain, la nouvelle du pilleur de déchets se répand comme une traînée de poudre. Les élites ont du mal à croire que quelqu'un irait réellement jusqu'à voler des ordures. Lorsqu'elles aperçoivent le père adoptif de Ruto, venu des bidonvilles, elles le regardent avec dégoût et disent que les gens des bidonvilles devraient rester de leur côté. De l'autre côté du mur, les pauvres savent déjà qui est derrière tout ce tapage, et ils prient pour que le gamin agaçant meure, avant qu'ils ne finissent par attirer les gardes vers eux. Mais Rudolf ne se soucie pas du tout, et continue à réparer les déchets qu'il a collectés. Juste à ce moment-là, son ami Shua arrive et le gronde d'avoir encore cherché des ordures, parce qu'elle craint que quelque chose de mauvais n'arrive enfin si la gestion des déchets le prend. Ruto lui dit que les riches continuent de jeter des choses parfaitement bonnes, et il utilise simplement cela pour gagner sa vie en les réparant et en les vendant aux gens des bidonvilles qui pourraient réellement les apprécier. À ce moment-là, un groupe de harceleurs arrive pour se moquer de lui et dire qu'ils ont enfin trouvé la source de l'odeur horrible dans la région. Ils disent même à Shua d'arrêter de traîner avec lui avant qu'elle ne finisse aussi par sentir les ordures. L'un d'eux renverse les affaires de Ruto et dit que personne n'achètera jamais quoi que ce soit. Ils se moquent aussi de ses mains et disent qu'elles sont si sales qu'il a besoin de gants sales juste pour les cacher. Ruto reste silencieux face à toute cette intimidation. Mais au moment où il l'appelle le fils d'un meurtrier fou, quelque chose en lui se brise. Les harceleurs commencent à se vanter de la façon dont les bidonvilles ont été construits pour piéger des criminels comme lui et comment ils essaient de réparer cela en regagnant un peu de respect. Mais ils disent que le père de Rudolf a ruiné tout ce pourquoi ils ont travaillé avec sa réputation de tueur en série. Rudolf leur lance un regard mauvais qui les fait reculer. Ils ajoutent alors une dernière insulte sur le fait qu'il finira probablement comme son père, puis s'enfuit dans la panique. Après leur départ, Shuo s'approche et essaie de le calmer. Elle dit qu'elle croit toujours en lui. Ensuite, ses yeux se posent sur le même jouet en peluche que tout à l'heure et elle sourit, émerveillée de voir à quel point il a l'air bien maintenant, parce qu'il n'est pas à vendre. Mais juste au moment où il s'apprête à le lui donner, le manque de Shua apparaît et l'arrache. Elle la gronde d'avoir encore traîné avec ce bizarre, se sentant écrasée. Ruto rentre chez lui pour voir son père adoptif, Recto, qui commence à le taquiner en imitant la façon dont il a agi et plaisante sur le fait que Ruto essayait de flirter en donnant le jouet à cette jolie fille. Ruto devient rouge de honte parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était observé. Le vieil homme évoque les plongées dans les ordures de Ruto et dit qu'ils ne sont pas si pauvres qu'ils doivent aller si loin. Il lui demande de laisser ce genre de travail à lui jusqu'à ce qu'il soit plus vieux, et lui rappelle à quel point c'était dangereux la nuit dernière. Rector pense que Ruto pourrait avoir l'impression de lui devoir quelque chose pour l'avoir accueilli, mais Ruto dit que ce n'est pas ça. Il veut juste faire sa part en tant que famille. La conversation se tourne vers Shua et Recteva lui dit d'être un peu plus honnête avec elle. Puis il remarque la coupure sur le bras de Ruto et commence à la soigner. En faisant cela, il demande à Ruto d'enlever aussi ses gants. Une fois qu'il le fait, ses bras noirs comme du charbon sont exposés. Ruto les impute à son vrai père, celui qui a été condamné à mort et jeté dans le trou. Il dit qu'il a dû faire face à tout cela seul, se faisant juger pour son apparence, et que ses mains lui font mal tout le temps. Mais depuis le jour où Recto lui a donné ses gants, les choses semblent un peu plus faciles. Après avoir terminé les premiers secours, le vieil homme le pousse doucement à nouveau pour dire à Shua ce qu'il ressent vraiment avant que quelqu'un d'autre ne la séduise. Pendant ce temps,
Dehors, une silhouette mystérieuse passe la nuit à les observer silencieusement. Le lendemain, après avoir reçu une rapide leçon sur comment sourire de recto, Ruto se donne du courage et part à la recherche de Shua. En chemin, il aperçoit un homme jeté dans le trou, pendant que des gens à proximité lui lancent des noms cruels. Cela lui fait se demander ce qui arrive réellement à ceux qui sont jetés là-bas. Juste à ce moment-là, Shua le salue avec un joyeux bon matin. Il cache rapidement le jouet en peluche derrière son dos, et elle mentionne discrètement à quel point c'est triste que tout le monde soit obligé de regarder les exécutions, même s'ils ne le veulent pas. Elle lui dit qu'elle ne veut pas le voir finir comme ça un jour, et dit que s'il continue à risquer sa vie, cet avenir horrible pourrait réellement se produire. Ruto fronce les sourcils et dit que Recto lui rabâche toujours la même chose. Mais Shuga sourit simplement et lui dit que cela signifie probablement que le vieil homme tient à lui autant qu'elle. Les mots lui échappent avant qu'elle puisse les retenir, et une fois qu'ils le font, les deux se taisent. Le visage de Ruto devient rouge, et il tend le jouet en peluche et dit nerveusement qu'il espère qu'elle l'aimera, même s'il vient des poubelles. Shua le regarde avec des yeux pétillants et dit qu'elle le chérira pour toujours. Rougissant comme un fou, Rudolph se retourne et court en arrière, désireux de montrer Recto et de lui raconter tout. Mais alors qu'il tourne un coin et se précipite par la porte d'entrée, il s'arrête net. Un homme masqué se tient à l'intérieur de la maison et Recto est au sol, une épée enfoncée profondément dans sa poitrine. Ruto se précipite vers l'homme masqué, désespéré de sauver Recto, mais l'attaquant le repousse facilement et le frappe contre le mur. Ruto essaie de se relever, tenant à peine sur ses pieds, et regarde l'homme ramasser calmement un livre et s'éloigner. Recto essaie de parler. Lorsque Ruta promet de l'aider à survivre, le vieil homme utilise son dernier souffle pour lui crier de s'enfuir et de changer ce monde de déchets. Juste au moment où Recto reste immobile, les gardes arrivent. Ils jettent un coup d'œil à Ruto, couvert de sang, et supposent le pire. Recto, la seule personne qu'il a jamais traité comme de la famille, est parti. Ruto essaie de prendre la parole pour leur dire ce qui s'est vraiment passé, mais l'un des gardes le frappe visage et l'assomme avant qu'il puisse dire un mot. Plus tard, les bidonvilles sont remplis de murmures. Une foule se rassemble autour de la maison. Certains maudissent son nom, l'appelant monstre. Même Shu est secoué et confus et se demande s'il peut vraiment être coupable. Ruto est amené sur le site de l'exécution. Attaché haut au-dessus du sol, il écoute en silence un prêtre faire un discours lent et formel. L'homme dit qu'un meurtrier n'a pas sa place dans leur terre et doit être jeté dans le trou. En bas, les gens commencent à chanter, le traitant comme rien de plus que des ordures. Ruto a du mal à comprendre ce qui se passe. Il scrute la foule, espérant que quelqu'un pourrait se lever pour lui. Quand il voit Shua, il rassemble toute la force qui lui reste et lui crie de le croire. Il jure que Recto a été assassiné et lui demande de trouver le vrai tueur. Mais au lieu de cela, Shua l'appelle meurtrier, tout comme son père, et jette son jouet en peluche avant de s'enfuir. Après cela, la foule commence à chanter et à l'appeler l'écume de la société. En voyant cela, Rudo craque et commence à rire comme un fou, pensant que ces gens sont la vraie écume sans esprit propre. Juste au moment où le grand prêtre donne l'ordre de le jeter, Ruto aperçoit le vrai tueur dans la foule. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Les gardes le traînent vers le trou. Et alors qu'il tombe, il jure silencieusement de faire payer chacun de ces gens et de tous les traîner en enfer. Pendant la chute, il ressent soudain quelque chose d'étrange, puis tout devient noir. Plus tard, lorsqu'il se réveille enfin, Ruto se retrouve allongé dans un tas d'ordures qui sent pire que tout ce qu'il a jamais connu. En se retournant, il voit un immense monstre de déchets fait de tous les détritus que les gens ont jetés. En voyant cela, il commence à paniquer et pense que cela doit être à quoi ressemble l'enfer. À ce moment-là, Ruto se souvient que, depuis qu'il est enfant, il a toujours trouvé étrange que les riches parlent de crimes et de saleté, mais ne s'arrête jamais pour se demander ce qui arrive aux déchets. Une fois jeté dans le trou, cette pensée fait bouillir son sang. Il se fâche en pensant à tous les idiots qu'il appelle monstres, même s'ils ne l'ont jamais vu. De retour dans le trou, la gigantesque bête de déchets qui le poursuit s'arrête soudain et pousse un rugissement fort. Ce son résonne dans la région et attire d'autres monstres vers lui. Bientôt, il commence à l'entourer de tous les côtés. Alors qu'il s'approche, il se demande ce que sont ces choses, car les déchets ne devraient pas ramper comme des animaux sauvages. Il parvient à peine à sauter hors du chemin et continue de courir, mais finit par trébucher et tomber face contre terre, juste à côté d'un crâne pourri. Tout son corps lui fait mal et la situation semble désespérée. Alimenté par la frustration, il maudit les gens qui l'ont jeté ici. Juste à ce moment-là, le tas sous lui s'effondre et il tombe à nouveau. Quand il atteint le fond, son corps est couvert d'éraflures et de contusions, et l'air est si sale que chaque respiration semble lui couper les poumons. Il essaie de se couvrir le nez et regarde autour de lui à la recherche d'un petit endroit pour se reposer, mais il réalise enfin qu'il n'y a pas d'endroit sûr ici et que la seule chose encore vivante dans ce monde est la poubelle elle-même. Ruto crache tellement de sang que même le monstre de déchets semble hésiter, s'approchant lentement pour le délivrer de sa misère. À ce moment-là, Ruto pense que c'est la fin qu'il mérite, mais juste au moment où il s'apprête à s'évanouir, il voit les derniers instants de Recto défiler dans son esprit. Ce souvenir réveille quelque chose en lui. Soudain, il voit des objets lumineux éparpillés tout autour. Sans réfléchir, il se saisit du plus proche, qui s'avère être un pied de biche.
Alors qu'il saisit le manche fermement, il lève les yeux vers la sphère où il a autrefois vécu et commence à dresser une liste de vengeance dans sa tête. Chaque personne qu'il a jamais traitée comme des déchets figure sur la liste, mais en haut se trouve l'homme qui a tué Recto et s'est éloigné sans se soucier du monde. Avec un regain de force, il balance le pied de biche et le frappe dans le monstre de poubelle. Il se jure qu'il va rester en vie, peu importe ce qu'il en coûte, juste pour pouvoir battre ce criminel. Non loin de lui, un homme assis sur un tas de déchets regarde la scène se dérouler. Il se penche en avant, impressionné de voir un nouveau venu chargé tout en étant couvert de sang de la tête aux pieds. Ruto crie que le monstre pue plus que l'épée de Recto et porte un coup solide, mais la bête riposte fort. Elle le projette contre une tour voisine et faillit l'écraser sous les décombres. Avant que la poussière ne se dépose, Ruto attrape une barre métallique plus grande et la lance comme un boomerang droit dans le visage du monstre. À ce moment-là, l'un des monstres surgit d'en dessous et lui porte un coup, laissant Ruto dans un état tel qu'il ne peut s'empêcher de cracher du sang. Alors que les créatures s'approchent pour terminer le travail, quelque chose en lui remonte à la surface. Juste avant qu'elles ne se jettent sur lui, il les fixe et riposte. Il leur coupe les bras, puis attrape une plaque d'acier et en tranche un 2 en 2. Le monstre explose derrière lui alors qu'il sort de l'autre côté. Avec le danger écarté, Ruto tombe à genoux, complètement épuisé et se sentant à nouveau désespéré. Mais sa malchance n'est pas encore terminée. Un monstre plus grand et plus méchant apparaît derrière lui et pousse un rugissement qui appelle encore plus de renforts. Ruto s'enfuit à travers les collines de déchets, mais le monstre frappe le sol et envoie une onde de choc qui le propulse dans les airs comme une poupée de chiffon. Quand il ouvre les yeux, il voit un homme étrange tenant un parapluie au-dessus de lui. Confus, Ruto fixe l'homme masqué qui le soulève calmement par la capuche et le jette de côté, ce qui le fait cracher encore plus de sang. Sans dire un mot, l'homme fixe un masque à oxygène sur le visage de Ruto pour l'aider à récupérer, puis s'avance pour le protéger comme un héros. Tentant toujours de comprendre ce qui se passe, Ruto lance une série de questions. L'homme lève simplement une main pour lui signaler de se taire, ce qui n'irrite que davantage Ruto. Le gars lui dit poliment de se taire encore une fois. Ruto devient plus bruyant et exige de savoir dans quel genre de cauchemar il se trouve. Mais l'homme dit qu'ils ne sont pas sous terre et lui demande sérieusement de se calmer. Ne pouvant pas entendre la voix de l'homme masqué, Ruto crie qu'il ne comprend pas un mot. Cela finit par pousser l'homme à bout et il répond en criant, traitant Ruto de singe idiot qui doit cesser de crier. Il se fâche parce que maintenant, tous les monstres à proximité se dirigent vers eux à cause de la grande gueule de Ruto. Ensuite, il explique que ces créatures s'appellent des bêtes poubelles, et à moins qu'elles ne soient éliminées avec une arme spéciale, elles vont simplement réapparaître. Alors que les monstres s'approchent, l'homme masqué continue de parler comme si de rien n'était. Puis, juste avant que les créatures n'attaquent, son parapluie commence à briller et des lames acérées jaillissent du sommet. Sans prévenir, il fait tourner le parapluie et découpe la bête poubelle en petits morceaux qui se dispersent dans l'air. Ruto regarde les morceaux déchiquetés se transformer en poussière et réalise que le parapluie est l'une de ces armes spéciales dont parlait le gars. Mais il n'y a pas de temps pour réfléchir. D'autres monstres apparaissent et l'homme masqué charge sans hésitation. Le premier monstre explose dès qu'il le touche, et après cela, il saute d'un monstre à l'autre à une vitesse si rapide que Ruto ne peut même pas suivre. En le voyant atterrir en douceur et flotter avec le parapluie comme un parachute, Ruto ressent un mélange d'admiration et d'envie en pensant que c'est exactement le genre de pouvoir dont il a besoin s'il veut un jour se venger de Recto. Juste à ce moment-là, l'un des monstres poubelles accumule une attaque de boue noire dans sa bouche et la tire sur eux. Mais l'homme masqué la bloque avec son parapluie juste à temps et la boue explose au contact. Sans perdre un instant, il saute sur la tête du monstre et utilise un mouvement spécial appelé Octa Shredder, qui perce le crâne du monstre comme un perforateur jusqu'à ce qu'il se brise complètement. Après le combat, il s'approche pour vérifier Ruto et semble un peu surpris que le gamin bruyant soit toujours en vie. Lorsque Ruto demande faiblement qui il est, l'homme enlève son masque et dit que son nom est Engin des Nettoyeurs. Mais au moment où il sent l'odeur de Ruto, qui sent comme la couche d'un vieux, il remet rapidement le masque et à ce moment-là, Ruto finit enfin par s'évanouir. Dans ses rêves, Ruto se souvient d'un temps où il rentrait chez lui couvert de boue après avoir encore été harcelé. Il avait dit à Recto que cela s'était produit parce qu'il avait parlé des objets ayant des sentiments. Recto, plutôt que de se fâcher, a souri et a dit qu'il était fier que Ruto ne se soit pas défendu. Mais Ruto le regarda toujours et dit qu'il croyait que les choses dont les gens s'occupent prenaient vie, tout comme Recto lui avait dit un jour. En entendant cela, Rector se gratta la tête et admit que l'histoire n'était pas à prendre au pied de la lettre, expliquant que c'était juste une vieille légende pour aider les enfants à comprendre l'importance de prendre soin de leurs affaires. Mais Rudolf ne semblait pas s'en soucier et regarda autour de leur petit chez-soi en désordre avant de demander si toutes les choses qui les entouraient avaient aussi une âme. Et cela fit rire Recto en regardant le garçon curieux devant lui. De retour dans le présent, Ruto se réveille et se retrouve attaché avec des chaînes. Il commence immédiatement à maudire Engine de l'avoir trompé, mais Engine répond calmement que c'est une manière assez impolie de parler à quelqu'un qui vient de lui sauver la vie. Il explique que la seule raison pour laquelle il l'a attaché était qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le porter pendant qu'il était évanoui. En entendant cela, Rudo lui dit de le détacher maintenant qu'il est réveillé parce qu'il a des choses plus importantes à faire. Il dit qu'il doit retrouver le salaud qui a tué Recto et se venger.
Engine marque une pause un instant avant de lui donner un peu de réalité, disant qu'il n'est pas possible de revenir en arrière pour le moment. Il explique que le monde d'où vient Ruto s'appelle la sphère, et qu'il flotte très haut dans le ciel, se déplaçant constamment, ce qui rend impossible d'y accéder pour l'instant. Ruto comprend ce qu'il a dit et souligne que le mot « maintenant » signifie qu'il pourrait encore être possible un jour. Il s'énerve et commence à crier à Engine pour qu'il lui dise tout sur la sphère, les monstres et le pouvoir étrange qu'il a utilisé. Il dit qu'il ne va pas rester silencieux tant qu'il n'aura pas toutes les réponses dont il a besoin pour faire payer le meurtrier de Recto. Fatigué de l'entendre crier sans arrêt, Engine perd enfin patience et jette son masque de côté, disant à Ruto qu'il est temps pour lui d'apprendre à quoi ressemble vraiment le trou. Sans rien expliquer, il attrape Ruto et le traîne comme un chien à travers le désert. Jusqu'à ce qu'ils atteignent une zone désertique. Là, il le jette à l'air libre et lui dit de profiter de son séjour. Ruto commence à crier qu'on ne lui a même pas dit ce que la leçon est censée être. Mais il se tait rapidement lorsqu'il remarque un groupe de personnes masquées le regardant droit dans les yeux. L'un d'eux, un gars en chemise rouge, commence à s'emballer dès qu'il voit un enfant. Il bave un peu et se demande à voix haute si c'est son jour de chance. En regardant de près les vêtements de Ruto, il devine que l'enfant pourrait venir de la sphère, bien que les autres soient sceptiques. La chemise rouge demande d'où il vient et quand Ruto dit qu'il est tombé d'en haut, tout le groupe enlève ses masques et se précipite vers lui, presque débordant d'excitation. Au début, ils pensent qu'il ment car un vrai Spheri ne devrait pas comprendre leur langue, mais la chemise rouge se penche et touche le visage de Ruto juste pour être sûr, ce qui le met très mal à l'aise. Puis, sans crier gare, la chemise rouge s'excuse et propose de le détacher parce qu'il se sent mal pour ce que Ruto a dû traverser. Pendant un moment, Ruto commence à croire qu'il a peut-être vraiment trouvé des gens décents, contrairement à Engine. Cela change très vite quand Ruto se retrouve escroqué et attaché à l'arrière d'un camion. Le gang masqué le regarde se débattre avec de grands sourires, parce que des furets comme lui valent des millions, et ils ne peuvent pas se permettre de le laisser partir. Cette chemise rouge fait une grimace creepy, explique pourquoi les gens sont prêts à payer autant. Il déteste tous les sphérades pour avoir déversé des déchets sans fin qui empoisonnent l'air et rendent la vie plus difficile ici-bas. Rien qu'en respirant, ça fait mal, et des monstres qui ne meurent pas détruisent des foyers et écrasent des familles. Donc, quand quelqu'un de cette sphère apparaît, la seule chose que les gens veulent, c'est le faire souffrir le plus longtemps possible. Après avoir dit cela, la chemise rouge s'excite à l'idée de torturer Ruto. Mais pour l'instant, il doit le garder en vie. Il fourre de la nourriture pourrie dans sa bouche, juste pour le voir souffrir, pensant que cela doit être une pure agonie pour un enfant gâté d'en haut. Mais à son horreur, Ruto dépouille la chair de ses doigts avec ses dents, mange la nourriture dégoûtante comme si de rien n'était et lui renvoie un regard noir. Fatigué d'être moqué et d'avoir des surnoms ridicules, Ruto devient si en colère que ses gants s'activent. Il brise les chaînes et dit qu'il en a fini de prendre des déchets de qui que ce soit. Regardant de loin, Engine confirme ce qu'il soupçonnait. Ruto est un donneur, un des rares humains capables de donner vie à des objets. Le gang panique et essaie de l'attacher à nouveau, pensant que les chaînes doivent être son arme. Mais Ruto les fait taire quand il transforme un pneu à proximité, choquant tout le monde autour de lui, puisque les donneurs ne sont pas censés avoir plus d'un objet. Après avoir éliminé le reste des voyous, Ruto s'avance pour en finir avec la chemise rouge une bonne fois pour toutes. Mais Engine intervient et l'arrête juste à temps. Ce moment ramène Ruto à ses sens, et il se souvient soudainement des mots de Recto sur le fait de prendre soin de ses gants. Engine réalise qu'il a poussé le gamin trop loin et s'excuse, disant qu'il voulait juste voir si Ruto avait vraiment le pouvoir. Maintenant qu'il connaît la vérité, il promet de tout dire à Ruto s'il accepte de se battre aux côtés des nettoyeurs. Plus tard, dans un désert sec et brisé, un gars assis sur un toit soupire lorsqu'il reçoit un message d'engin. Mais Engine promet qu'il a trouvé un vrai talent naturel qui était perdu dans le No Man's Land. Pendant qu'un médecin chauve soigne Ruto, Engine dit à l'homme qu'il n'a jamais vu de pouvoir comme ça auparavant et dit qu'il présentera le recrue bientôt. Ruto intervient rapidement et dit qu'il n'a jamais accepté de rejoindre quoi que ce soit, mais avant qu'il puisse continuer à parler, la femme chauve le fait taire. Elle le gronde d'être un petit chanceux qui serait mort s'il avait respiré cet air toxique plus longtemps. Puisqu'il a aussi été enlevé, elle dit qu'il devrait être à genoux en train de remercier le gentil gars blond. Ensuite, elle les met tous les deux à la porte et ses cris sont si forts que Ruto claque la porte dans son visage. Il dit à Engine qu'il est reconnaissant d'avoir payé l'addition. Mais en ce moment, tout ce qu'il veut, c'est des informations. Il dit qu'il n'a pas le temps de se laisser attraper par un gang. Engine lui rappelle calmement qu'il est un esprit et qu'il a déjà vu ce qui arrive quand des gens comme lui se font attraper. Puis avec un visage sérieux, Engine dit que ce n'est pas le genre d'endroit où les gens donnent des informations gratuitement. Il emmène Ruto dans une ville néon qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un rêve cyberpunk et lui achète un Big Mac. Alors que Ruto dévore le sandwich comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, il n'en revient pas. Il pensait que le trou était juste plein de déchets. Mais voici une vraie ville avec de la vraie nourriture. Engine lui demande son nom et dit que c'est assez viril. Ensuite, il donne à Ruto un rapide aperçu de la vie sur le terrain. Il explique qu'il ne s'agit pas seulement de tas de déchets avec lesquels ils ont affaire ici. Il y a aussi des tas de sentiments sombres. Et les gens ici appellent cette énergie un lavement. Engine explique que l'enema est une sorte d'énergie. Et quand elle s'accumule trop, cela peut causer de sérieux problèmes comme se transformer en bête de déchets.
Ces monstres vivent généralement dans les décharges et attaquent les gens à vue, mais de temps en temps, ils se faufilent aussi dans les villes. En entendant cela, Ruto demande pourquoi les gens ne restent pas simplement enfermés dans les villes où c'est plus sûr. Injin dit que les gens de la Terre tiennent trop à leur liberté pour se cacher au même endroit pour toujours. Ensuite, il dit à Ruto que les armes normales ne fonctionnent pas sur les bêtes de déchets parce que leurs cœurs sont faits d'enema. C'est là que les pouvoirs des gants de Ruto entrent en jeu. Alors que Ruto regarde les gants de Recto, Injin explique que lorsque quelqu'un prend soin d'un objet pendant longtemps, il absorbe leurs émotions et leurs souvenirs. Cela accumule de l'anima à l'intérieur et l'objet devient quelque chose appelé un instrument vital. Tout comme un chef a un couteau préféré ou comment certaines personnes traitent leur vieux matériel comme un trésor, ces outils peuvent se transformer en armes puissantes. Les instruments vitaux sont suffisamment forts pour détruire le cœur d'une bête de déchets, mais ils ne sont pas faciles à utiliser. La plupart des gens ne peuvent même pas les activer. C'est alors que Ruto réalise qu'il fait partie des rares qui peuvent le faire et Injin dit que les gens comme eux sont appelés des donneurs. Voyant à quel point cela est sérieux, Ruto se rappelle ce que Recto lui a toujours dit et comprend enfin que ce n'était pas juste une histoire idiote. Enji le dit simplement et dit que les nettoyeurs se battent pour garder les bêtes de déchets hors de la ville. Et en ce moment, ils sont des donneurs de spectacle. Et c'est pourquoi il veut que Rubo rejoigne l'équipe. Ruto demande si Injin va vraiment lui apprendre à remonter s'il accepte de rejoindre l'équipe. Injin hausse les épaules et admet finalement qu'il n'a en fait aucune idée si revenir en arrière est même possible. Cela met Ruto en colère, mais Injin ajoute rapidement que peut-être que son grand patron sait quelque chose à ce sujet. Ensuite, Injin remarque les gants usés sur les mains de Ruto et devient curieux. Il demande qui lui a donné et Ruto répond doucement qu'ils viennent de son père. Injin hoche la tête et dit que les riches n'ont jamais semblé comprendre cela. Si quelque chose compte vraiment, vous devriez en prendre soin. Il regarde les gants avec respect et dit qu'ils ont définitivement un esprit en eux. En entendant cela, Ruto commence à penser au passé, mais alors qu'Injin se tourne pour partir, Ruto l'arrête et dit qu'il aurait dû le mentionner plus tôt, mais il lui doit vraiment sa vie. Injin accepte les remerciements et lui lance un sac d'argent, lui disant de le dépenser judicieusement. Surpris par le montant, Ruto demande s'il est vraiment d'accord pour le remettre. Injin dit tranquillement que c'est juste l'argent qu'il a gagné en vendant les vêtements de Ruto, et c'est aussi comme ça qu'il a payé le traitement et la nourriture. Cela énerve vraiment Ruto, mais avant qu'il ne puisse exploser, Injin s'enfuyant que Ruto est vraiment lent s'il lui a fallu autant de temps pour comprendre. Il lui dit d'attendre là pendant qu'il va chercher son entraîneur. En partant, Ruto jure de quitter cette équipe stupide dès qu'il apprendra à remonter. Juste à ce moment-là, un chat décide que c'est le moment parfait pour voler de l'argent et s'enfuit avec le sac dans la bouche. Ruto se met à courir et suit le chat dans une ruelle, où il remarque un bâton dépassant du mur et le prend sans trop y penser. Alors que le chat glisse un instant en essayant de sauter d'une benne à ordures, Ruto utilise rapidement le bâton pour le maintenir au sol et réussit à récupérer son argent à ce moment-là. Un inconnu apparaît et dit à Ruto de rendre ce qui lui appartient. Pensant qu'il parle de l'argent, Ruto l'appelle idiot et dit que c'est son argent. Mais le gars répond calmement qu'il parlait du bâton. Ruto rit et dit que ce n'est qu'un bâton idiot, mais la façon dont il le dit énerve clairement le gars. Sans dire un mot de plus, l'inconnu pousse Ruto sur le côté, reprend le bâton, puis commence à le renifler comme un complet weirdo. C'est à ce moment-là que Ruto remarque l'emblème sur ses vêtements. C'est le même que celui qu'Injin portait. C'est alors qu'il réalise qu'il pourrait avoir commencé une bagarre avec la mauvaise personne. Avant qu'il ne puisse dire désolé, le gars se renforce en tant que donneur et enfonce le bâton brillant dans le sol, sa lumière bleue clignotant devant Ruto, alors que l'homme lui dit de se préparer à ce qui arrive. L'homme appelle le garçon par son nom et dit qu'Injin lui a déjà tout dit. Puis il ajoute qu'il fait partie des nettoyeurs Akuta et qu'il a été assigné à entraîner ce novice. Il se présente comme Zenka Nijuku et rappelle rapidement à Ruto de ne pas toucher aux choses qui appartiennent aux autres. Ruto explique qu'il a seulement utilisé le bâton pour récupérer son argent d'un chat voleur, mais Zenka n'a pas l'air impressionné. Au lieu de cela, il dit à Ruto de passer un message à son père, disant qu'il ne l'a pas bien élevé. Cela le touche vraiment. Le visage de Ruto se tend, et on dirait qu'il est sur le point de craquer. Mais ensuite, il se souvient de quelque chose, d'un moment calme avec Recto, où il lui a dit de rester calme lorsque les choses deviennent tendues et d'essayer de penser à ce que l'autre personne pourrait ressentir. Alors que ce souvenir joue dans sa tête, Ruto prend une profonde respiration et se calme lentement. Il se dit que Zank est probablement en colère parce qu'il a pris quelque chose qui comptait pour lui. Et honnêtement, si quelqu'un essayait de prendre ses gants, il serait en colère aussi. Donc suivant le conseil de son père, Ruto avale sa fierté et présente des excuses silencieuses et honnêtes. Il dit qu'il n'a jamais eu l'intention de voler quelque chose d'important et cela semble apaiser un peu l'atmosphère. En entendant cela, la lueur autour du bâton de Zenka s'estompe. Il dit que c'est bien puisque Ruto l'a rendu et s'est même excusé, puis il admet qu'il s'est un peu trop emporté et qu'il n'avait pas l'intention d'effrayer son nouvel élève. Ruto se tient là, stupéfait, non seulement parce qu'il a évité de se faire frapper, mais parce que c'est la première fois qu'une des leçons de Recto fonctionne réellement. Zenka lui tend la main en disant qu'ils seront camarades à partir de maintenant et le tire sur ses pieds. Après cela, Zenka demande quelle arme Ruto utilise et quel genre de pouvoir elle a. Ruto se gratte la tête et dit qu'il n'est pas tout à fait sûr. Pourtant, Zenka dit que ses gants ont l'air plutôt cool, ce qui stupéfie complètement Ruto. Il se souvient soudain de la façon dont Recto lui disait toujours d'arrêter d'avoir l'air d'un tueur en série et d'essayer de sourire davantage.
Donc, juste à ce moment-là, il fait de son mieux pour sourire comme il l'a pratiqué auparavant. Zenka le fixe avec choc. La seconde suivante, il devient fou en criant après Ruto pour l'avoir disrespecté avec une tête comme ça. Ruto panique et essaie d'expliquer que c'est en fait un sourire. Zenka secoue la tête et dit que c'était le sourire le plus effrayant qu'il ait jamais vu de sa vie. Pensant que c'est peut-être un problème avec ses yeux, Ruto essaie à nouveau avec la nouvelle expression, mais cette fois c'est encore pire. Voyant la colère, la mâchoire de Zenka se serre et il demande si le gamin veut se battre. Les deux commencent à se chamailler comme des enfants dans une cour de récréation jusqu'à ce que Zenka devienne sérieux. Il dit à Ruto que le talent ne suffit pas. On ne peut pas simplement travailler pour ses propres objectifs pendant que d'autres risquent leur vie chaque jour pour protéger les gens. Et si Ruto n'est même pas prêt à parler de ce pourquoi il se bat, alors peut-être que cet objectif ne vaut pas grand-chose non plus. Entendant Zenka traiter le dernier souhait de Recto de futile, Ruto finit par craquer et lui dit de se taire. Il dit qu'il est mortellement sérieux à ce sujet et ne laissera personne le rabaisser. Zenka sourit et dit qu'il pouvait le dire dès le moment où ils se sont rencontrés qu'ils ne s'entendraient pas. Ruto acquiesce et lève son arme, prêt à prouver son point. C'est alors que Zenka remarque quelque chose d'étrange. Ruto n'utilise pas seulement ses gants, il tient une autre arme entièrement. C'est quelque chose qui lui fait comprendre que Ruto pourrait avoir le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en un instrument vital. Zenka rit, disant que ce gamin est bien trop brisé, mais cela n'a toujours pas d'importance. À la fin, un talent comme le sien ne peut pas se comparer à une expérience brute. Au moment où le bâton de Zenka s'écrase sur le sol, juste devant Ruto. Puis il se précipite avec une série de coups lourds, forçant Ruto à reculer pas à pas. En le battant, Zenka se moque de lui et dit que c'est un peu triste d'être frappé par quelque chose d'aussi faible qu'un bâton. Ruto finit par donner un coup qui érafle à peine la joue de Zenka, mais avant qu'il puisse enchaîner, l'homme frappe son bâton avec un coup net et le met à terre. Zenka rit et commence à penser que peut-être le pouvoir de ce gamin n'est pas si important après tout. Mais ensuite, il renifle quelque chose de bizarre. En regardant la marque sur sa joue, son visage entier se tord d'horreur. Il s'avère que Ruto n'utilisait pas n'importe quel bâton. Il se battait avec un déboucheur de toilette. Et maintenant Zenka a des excréments sur le visage. En voyant cela, Zenka supplie Ruto de s'arrêter. Mais Ruto ignore les protestations du maniaque de la propreté et continue de balancer le déboucheur comme s'il s'agissait d'une épée légendaire. Zenka, celui qui était si confiant il y a une seconde, passe soudainement en mode défense, esquivant chaque coup avec de la panique dans les yeux. Le voir courir comme ça fait se demander à Rune pourquoi cette arme loufoque fonctionne si bien. Il se précipite après son entraîneur, qui ressemble maintenant plus à une victime suppliant pour sa vie qu'à un guerrier aguerri. La poursuite continue jusqu'à ce qu'il sorte de la ruelle, et juste à ce moment-là, le même chat que plus tôt saute et fait glisser Zenka sur le sol. Ruto frappe à nouveau, et cette fois, le déboucheur éclabousse directement sur les vêtements de Zenka, le laissant trempé de saleté et complètement vaincu. Après un certain temps, Engine ramène le blessé, demande s'il est en retard et si les deux sont déjà devenus meilleurs amis. En les informant pendant le trajet, Engine rit si fort qu'il manque de renverser le camion et plaisante en disant que Ruto a scellé l'affaire avec une véritable pluie d'excréments. Zenka est assis en silence, couvrant son visage de honte, pendant que Ruto reste courbé dans une pose maladroite, réalisant lentement à quel point tout ce combat était ridicule et à quel point il était devenu arrogant. Essayant d'alléger l'atmosphère, Engine se tourne vers Ruto et dit que Zenka est en fait un gars solide et sera son enseignant à partir de maintenant. En entendant cela, l'humeur de Zenka change, légèrement alors qu'il se redresse un peu, clairement heureux des éloges. Juste à ce moment-là, une fille aux cheveux roux nommée Reio apparaît à l'arrière comme si elle y était depuis toujours. Elle dit qu'elle est devenue curieuse et voulait voir de quoi il s'agissait, et commence à jouer avec les cheveux de Ruto comme s'ils se connaissaient depuis des années, tandis que Ruto reste là, confus, pensant que peut-être la vie dans le trou n'est pas si mauvais après tout. Alors qu'Engine continue de conduire, il leur dit que leur prochaine étape est le QG des nettoyeurs. Pendant que Rio continue de jouer avec les cheveux de Ruto, ils arrivent dans une case pleine de bâtiments en ruine et de montagnes de voitures détruites à l'extérieur d'une baie entourée de murs. Après qu'Engine ait franchi le portail et se soit garé à l'intérieur, Rio a les mains en l'air en sortant, l'air satisfait, tandis que Ruto se tient là, stupéfait par le bâtiment géant qui s'avère être le QG des nettoyeurs. Quand ils entrent, Ria lui fait un signe de revoir et Engine appelle Ruto à la réception, où il lui présente une femme nommée Semiu. Mais pendant l'introduction, Semiu plante soudainement sa fourchette à quelques centimètres de son cou. Non pas vers lui, mais vers les mouches agaçantes qui bourdonnent à proximité, laissant à la fois lui et Engine sans voix. Ensuite, elle accueille chaleureusement le nouveau recrue et dit que bien qu'elle ait déjà entendu parler de son talent et d'où il vient par Engine, elle veut quand même vérifier son potentiel elle-même. Engine explique que l'instrument vital de Semiu est sa paire de lunettes spéciales qui lui permet de voir au fond des gens pour lire leurs véritables capacités. Ruto est surpris que des instruments vitaux comme ça existent même. Quand elle active ses lunettes et que ses yeux brillent d'or, elle entre brièvement dans l'esprit de Ruto, mais elle est instantanément expulsée. Voyant cela, Engine demande ce qu'elle a vu et elle explique qu'il est bon dans les choses physiques et qu'il a un lien fort avec son instrument vital. Mais le problème est que la connexion est instable, ce qui signifie qu'il a encore besoin d'entraînement pour le contrôler pleinement. Quand Semiu jette un coup d'œil sur le côté, Engine demande si quelque chose ne va pas, et elle dit tranquillement qu'il a de la merde coincée sur le cou, ce qui fait éclater Engine de rire, se demandant pourquoi les mouches continuaient de tourner autour de lui. Et il taquine Ruto en disant qu'il doit arrêter de jouer dans les décharges.
Après l'avoir remercié, Engine l'emmène rencontrer le patron, mais en sortant, il remarque que l'expression de Semu est toujours sérieuse. En marchant, Engine explique qu'il y a environ une centaine de nettoyeurs au total faisant différents travaux, mais la plupart d'entre eux sont généralement occupés à travailler partout dans le fossé. Cela dit, Engine propose de présenter Rudo à certains des autres et ouvre la porte d'une pièce voisine, pensant qu'elle sera presque vide, mais lorsque plus d'une douzaine de nettoyeurs sont à l'intérieur, leur lançant des regards froids, il referme rapidement la porte et dit qu'ils peuvent faire cela plus tard. Après cela, ils atteignent la salle du patron, et juste avant que Ruto ne puisse entrer comme un idiot, Engine l'arrête. Sachant très bien que Ruto est probablement sur le point de faire irruption et de demander comment retourner dans la sphère, il l'avertit que rien n'est gratuit ici et que Ruto devra gagner des informations en faisant d'abord du travail. Ensuite, il lui rappelle que bien qu'il ait choisi de révéler son propre instrument vital, il est d'usage de ne pas demander aux autres à propos des leurs, surtout pas au patron qui garde son secret. Même ainsi, les nettoyeurs lui font confiance quand même. Après avoir poussé un profond soupir, Ruto entre enfin dans la pièce seulement pour la voir complètement vide. Juste à ce moment-là, Semu apparaît et dit tranquillement qu'elle a oublié de mentionner que le patron est sorti. Ruto est déçu, ce qui fait sourire Engine et lui demande quand le patron sera de retour. Mais Semu se contente de hausser les épaules. Engine est irrité par le patron, qui devrait respecter un peu le temps, étant donné qu'il est censé être le leader. Juste à ce moment-là, Ryo s'approche par derrière et suggère à notre garçon de l'accompagner comme stagiaire dans son travail, puisqu'il ne peut pas rejoindre les nettoyeurs tant que le patron n'est pas arrivé. Elle se met dans une position inconfortable et argue qu'elle veut en savoir plus sur lui. Après l'avoir pris avec elle, ils commencent à discuter de la demande du client concernant une ville voisine qui fait face à la menace de petites bêtes de déchets qui s'approchent, et ils veulent simplement s'en débarrasser. Ruto demande alors ce qu'est cette zone polluée, et Semi regarde Engine, lui demandant pourquoi il n'a toujours pas dit au nouveau à ce sujet. Engine explique qu'il l'a mentionné mais l'a renommé zone de décharge pour que cela semble plus facile. Samuel traite le gars de demi-fou et se tourne vers Rubo pour expliquer. Elle lui dit que le sol est divisé en deux zones, dont l'une est la zone sûre, habitée par des humains, et l'autre est le foyer des bêtes de déchets appelée la zone polluée. Elle ajoute en outre que l'endroit où il a atterri de manière inattendue était une zone polluée très spéciale appelée le territoire de personnes. Il y en a actuellement 4, et la plupart des humains sont condamnés à mourir dans cette zone car elle est pleine de bêtes de déchets gigantesques avec lesquelles même les donneurs ont du mal à se battre. Elle dit au garçon qu'il a eu de la chance qu'Engine se soit égaré dans un tel endroit, puis lui demande ce qu'il faisait là. Engine intervient avec un argument stupide et sans signification, et la réceptionniste sort alors un masque de sous le bureau et le tend à Ruto. Elle lui demande de le mettre chaque fois qu'il se trouve dans la zone polluée, car respirer l'atmosphère toxique peut le rendre dangereusement malade. Elle précise que sans ce masque, une personne mourrait dans le territoire de personnes en environ 15 minutes. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, le groupe s'est déjà dirigé vers le lieu de la quête, et tous les nettoyeurs portent ces masques. Ryo dit à notre garçon que ce serait un travail facile, mais elle veut quand même qu'il fasse attention. Rubio regarde la décharge devant lui, se demandant combien de temps il a respiré l'air pendant qu'il était là. Cependant, cet endroit est exactement comme il l'avait imaginé lorsqu'il était dans la sphère, car il n'y avait aucune information sur les gens vivant ici en bas. Mais ses yeux brillent toujours lorsqu'il regarde les déchets, car pour un voleur de déchets, cet endroit est un véritable trésor. Ruto demande à Ryo qui sont les personnes à leur côté, et Ryo explique qu'ils ne sont que des supporters, car ils n'ont pas de pouvoir comme eux. Un des supporters salue Rudo et tend sa main pour une poignée de main. Et lorsque Rudo fait de même, il finit par se retrouver avec sa main saisie fermement. Ryo dit à notre garçon que ce supporter a une force de préhension au-delà de l'humain, assez puissante pour même briser la coquille extérieure d'une bête de déchets. Ruto s'inquiète de ne même pas pouvoir suivre ces personnes, mais il décide quand même de prêter attention pour pouvoir observer et apprendre. Juste à ce moment-là, les supporters leur donnent un avertissement, et les bêtes de déchets commencent à apparaître devant eux. Ruto panique en voyant tout un troupeau de bêtes de déchets ressemblant à des chèvres, arguant que personne n'a mentionné qu'il devrait combattre autant, mais Ryo lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce ne sont que des lents et des monstres assez faibles. Les bêtes de déchets font de leur mieux pour attaquer la barricade, mais elles ne font même pas une éraflure. Ryo dit à Ruda qu'il a de la chance d'avoir la chance d'observer et d'apprendre. Juste à ce moment-là, une créature de déchets de la taille d'un taureau apparaît, et Ruto panique à nouveau en la voyant, soutenant qu'il devrait appeler des renforts. Cependant, Ryo lui dit de se détendre. Elle dit qu'elle doute que le troupeau grandisse davantage que cela, et s'ils peuvent les rassembler rapidement, ils pourraient rentrer chez eux plus tôt. Puis, sans crier gare, Ryo sourit et dit qu'elle veut lui organiser une fête de bienvenue une fois qu'ils seront de retour, mais il répond qu'il n'est même pas encore un membre officiel. Alors elle suggère un autre type de fête, profondément préoccupée par la façon dont elle peut être si détendue sur le champ de bataille. Ryo soupire en entendant cela et lui donne le conseil que rester calme est la chose la plus importante dans le souterrain. Cette phrase le ramène à la réalité, mais l'ambiance s'éteint instantanément lorsqu'une gigantesque créature se fracasse contre le mur à côté d'eux. Ruto essaie de rester calme et se dit que tout ira bien, mais quand il regarde Ryo, elle est excitée par le monstre impressionnant car même si ce n'est pas idéal pour l'entraînement, les ennemis forts lui font battre le cœur. En voyant à quel point elle est motivée pour combattre le Behemoth,
Rudo continue de répéter comme un disque rayé que tout va bien. Après cela, il remarque que les ciseaux dans les mains de Ryo commencent à briller. Alors qu'une horde entière de créatures se précipite vers elle, elle lance les ciseaux en l'air et il se transforme en une paire massive en plein vol. Ryo atterrit juste au milieu des ennemis et découpe les bols à déchets tout autour d'elle en utilisant seulement ses pieds, laissant Rudo stupéfait. Un supporter explique que Ryo est appelée la déchireuse, et elle est l'une des rares nettoyeuses qui utilisent leur instrument vital avec leurs pieds. Pendant que Rubino regarde avec admiration, le supporter lui dit de ne pas se déconcentrer et empêche le taureau de se précipiter sur lui par derrière. Après avoir écrasé son visage avec une force brute, le gars le lance vers Ryo, qui le tranche proprement en son centre et lui dit de continuer à les envoyer. Donc, pendant que Rudo reste là, il regarde les supporters affaiblir les bêtes et les lancer à Ryo comme une équipe de rêve. Il est impressionné par à quel point les nettoyeurs de Ryo sont incroyables et se souvient soudain du moment où il a dit comme un imbécile qu'il offrirait de l'aide juste pour obtenir ce qu'il voulait. Une fois que les petites bêtes ont été nettoyées, Ryo se tourne vers la grande juste au moment où elle s'écrase devant elle. Les supporters se déplacent rapidement pour empêcher les autres de rejoindre le combat. À ce moment-là, Ryo remarque qu'une des créatures est encore en vie et se précipite vers un supporter qui a trébuché sur sa corne. Juste au moment où le gars pense que c'est fini, Ruto bloque le monstre pour l'empêcher de le gober, car s'il veut que les nettoyeurs partagent leurs informations, il ne peut pas se permettre d'être un poids mort. Afin de prouver sa valeur, Ruto illumine son pouvoir d'une aura rougeâtre alors que l'arme qu'il tient s'imprègne de son énergie, et sa forme se transforme en un motif en toile. À ce moment-là, Rudo commence à réfléchir à la façon dont il utilise réellement son pouvoir et se met à avoir peur, réalisant qu'il n'a aucune idée de comment y accéder. Le monstre continue d'avancer et parvient à briser son arme. Juste à ce moment-là, Ryo intervient et dit au garçon qu'il a fait un excellent travail. Les partisans s'excusent pour leur imprudence et demandent à Ryo des nouvelles de la gigantesque bête déchet. Ryo explique que ce n'est pas un monstre typique, car peu importe combien de fois elle le coupe en deux, il ne tombe toujours pas. Les partisans retournent alors alerter les villes environnantes et la base au sujet de ce nouveau monstre, tandis que Ryo retourne au combat. Elle saute sur lui et commence à couper les épais fils sur sa tête et trouve quelque chose de brillant là-bas. Elle se demande ce que c'est et décide de le détruire, mais le monstre secoue la tête et la jette. Après cela, il fait repousser ses cheveux et commence à se renforcer et devient fou. L'impact de l'attaque de la bête fait trembler le sol alors que son attaque atteint Rudo et l'autre nettoyeur. Ruto parvient à peine à esquiver et finit par tomber dans le trou créé par l'attaque du monstre, tout en se demandant à quel point il est inutile en ce moment. Juste à ce moment-là, un supporter le soulève et se met à courir. Alors qu'il s'enfuit, il encourage Rudo en lui disant de continuer à travailler vers son objectif une fois qu'il l'aura décidé. Juste à ce moment-là, Ryo parvient à repérer le point faible du monstre et frappe à travers le point brillant sur sa tête avec ses énormes cisailles et le met enfin hors d'état de nuire. Après le combat, elle retrouve Rudo et le supporter et explique que la bête a cessé de bouger lorsqu'elle a poignardé ce coupeur rouillé, et cela les amène à se demander s'il s'agit d'un instrument vital et ce qu'il fait à l'intérieur d'une bête de déchets. En même temps, Red Shirt, qui avait été mis KO par Ruto, se réveille en état de choc en trouvant une personne mystérieuse assise devant lui sur un canapé. Il demande qui il est, mais l'homme ignore la question et exige plutôt de connaître l'emplacement de ce garçon furet. De retour à l'acte du nettoyeur, Zenka se sent somnolent en marchant vers la cafétéria et est surpris de voir une fête se dérouler à l'intérieur. Il s'approche de Ryo et lui demande pourquoi tout le monde est encore debout si tard, et elle répond qu'ils organisent une fête de bienvenue pour Ruto. Bien que la plupart d'entre eux aient l'air d'être juste venus pour boire et se détendre. Alors, il regarde autour de lui et trouve Ruto l'air déprimé, la tête collée à la table. Zenka remarque que l'invité d'honneur n'est même pas heureux, et Ryo explique que c'est parce qu'il n'a pas pu utiliser son instrument vital correctement lors de la mission. Et Zenka pense qu'il est plutôt nul. Après cela, il demande à Ryo à propos de la étrange bête d'ordure, et elle explique que son noyau n'était pas un objet normal comme d'habitude. Au lieu de cela, il était alimenté par un instrument vital, et c'est la première fois qu'un instrument vital a engendré une bête d'ordure. Elle dit qu'elle n'est pas sûre de ce qu'il faut en faire, alors elle a cessé d'y penser, et que c'est maintenant un problème pour les supérieurs, ce qui signifie qu'elle peut rentrer chez elle et profiter du dîner. Zenka n'est pas surpris par son attitude, et elle lui dit qu'Enjin et Simu viendront bientôt aussi. En même temps, Rudo fixe silencieusement ses gants quand un homme soutient. Grise le rejoint à la table pour le remercier de son aide. Grise fait savoir à Rudo qu'il a pu voir l'effort qu'il a mis dans le combat. Mais Rudo dit qu'il n'a rien fait. Quand Grise lui dit qu'il a sauvé la vie de Follow, Rudo ne reconnaît pas le nom. Et Grise explique que Follow était le jeune soutien avec des Gobbles qui aurait presque été écrasé si Rudo n'avait pas arrêté la bête d'ordure. Pourtant, Ruto est frustré que Ryo ait dû le tirer d'affaire parce qu'il n'a pas pu utiliser son pouvoir et qu'il était juste comme ça en surface, perdant toujours le contrôle et ayant Recto pour le tirer d'affaire. La raison pour laquelle il est en colère contre lui-même est qu'il a toujours besoin d'être sauvé et ne répond jamais aux attentes. Mais Chris le remercie encore, ce qui le stupéfie. Jen dit que la plupart des nettoyeurs pensent que les supporters sont si faibles qu'ils sont pratiquement un poids mort, les tirant vers le bas, et maintenant la plupart des nouvelles recrues pensent aussi de cette façon. Mais Rudo est différent. Gris sourit en disant de suivre Joy parce qu'il voulait combattre les monstres. Mais comme il est impuissant, il travaille dur tout en prenant soin de son objet.
espérant qu'il deviendra un donneur et se venge des donneurs qui se moquent de lui pour être un faible. Après cela, il conseille à Rudo d'oublier les attentes et de se rappeler quel était son objectif depuis le début. En entendant cela, Rudo se demande ce que cela devrait être. Et Gris lui dit de se souvenir de son regret lorsqu'il a été jeté dans la fosse, et son objectif viendra naturellement à lui. Enfin, Gris lui dit d'avoir confiance en lui et lui tapote la tête, ce qui rend Rudo vraiment émotif. Mais le moment est rapidement gâché lorsque Anjin s'appuie sur lui par derrière. Anjin est surpris que Rudo n'ait pas encore mangé, et Ryo lui fait savoir qu'il n'y aura plus de nourriture pour lui même si c'est elle qui a mangé la plupart. Cela dit, Gris invite Rudo à manger avec lui et les autres, et Rudo est stupéfait en voyant tout le monde lui sourire chaleureusement. Il y va donc avec joie. Après cela, la musique commence à jouer et un type étrange commence à peindre en spray sur le mur. Anjin dit à Ruto de surveiller le nom Gob de près, car c'est un homme qui fait ce qu'il veut avec confiance. Alors que Gob peint, la foule lui crie d'arrêter parce que la peinture pue. Mais il continue. Anjin lui demande de ne pas dessiner de déchets cette fois, mais Gob sourit et dit qu'il ne peut pas faire de promesses. Avec une lueur brillante dans les yeux, Gob continue et Ruto est émerveillé par son dévouement. Pendant ce temps, dans la pièce sombre, Red Shirt est blessé de la tête aux pieds et supplie l'homme de l'épargner puisqu'il lui a tout dit. L'homme maléfique exauce son souhait en mettant une lame dans sa bouche et en la retirant rapidement, tout en répétant la description de Rudo que Red Shirt lui a donnée. Plus tard, lorsque Semua revient à la réception, elle reçoit un appel d'un client et appelle ensuite Zenka et Ruto, ainsi que les supporters, pour les informer de la demande. Zenka se plaint à la réceptionniste d'avoir envoyé Ruto car il n'a pas encore officiellement rejoint les nettoyeurs. Semi répond qu'elle a spécifiquement appelé Ruto parce que la demande est assez liée à lui. Elle explique qu'un marchand a été volé de sa cargaison par une bête des ordures alors qu'il traversait la zone polluée et lui a maintenant demandé de récupérer ses affaires. Elle ajoute que le client vit avec un esprit tout comme Ruto. C'est pourquoi elle pense que cela pourrait aider Ruto à obtenir un indice sur son chemin de retour à la surface. Grise réalise que Ruto pourrait être inquiet et lui dit qu'il a le choix de partir ou non. Ruto regarde ses gants en pensant qu'il pourrait finir par se mettre en travers du chemin d'un autre. Mais il décide quand même d'essayer et répond qu'il est prêt à les accompagner. Quand Semu sent que Zenka pourrait être mal à l'aise, elle trouve un moyen de le motiver en lui disant comment Anjin a répondu en disant que Zenka peut gérer tout. Cela change l'humeur de Zenka alors qu'il prend joyeusement le rôle de leader. En route pour la mission, Ruto demande à Gris s'il ne porte pas d'armes, à quoi Gris explique qu'il a un couteau de rechange, mais qu'il préfère se battre à main nue. Fallo taquine Gris en révélant qu'il prit un talisman aléatoire chaque fois qu'il part au combat. Et tandis que Gris montre son objet, ils sont soudainement surpris par un étranger se tenant derrière eux avec un masque effrayant. L'étrangère explique qu'elle est la cliente et remercie tout le monde d'être venu pour sa demande. Elle dit qu'elle les guidera vers le repère de la bête des ordures. Ruto s'excite et pose rapidement une série de questions sur ce Fury. La dame marchande répond simplement qu'elle transportait sa cargaison lorsqu'elle est tombée sur l'esprit et les a pris avec elle. Mais comme ils étaient inconscients, elle s'inquiète également pour eux. Ruto fait une tête sérieuse et demande si elle prévoit de vendre le Spheri. La dame marchande nie faire une telle chose et précise qu'elle s'intéresse uniquement aux sphérites. Pendant que le groupe suit la marchande, Zenka trouve que tout cela est suspect puisque les bêtes des ordures attaquent généralement les humains à vue et se demande pourquoi l'on irait jusqu'à kidnapper un humain au lieu de l'anéantir. Juste après quelques pas, la marchande pointe un bâtiment en disant à tout le monde que c'est là qu'elle est tombée sur la bête des ordures. Zenka demande à tout le monde de se préparer puisque la bête des ordures pourrait se cacher n'importe où. Juste au moment où ils entrent hésitamment dans le bâtiment, ils voient quelqu'un à l'autre bout. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, la dame marchande commence à les pousser dans cette direction. Au moment où tout le monde réalise que la personne à l'autre bout n'est qu'une poupée, il est déjà trop tard, et le sol s'effondre, faisant tomber tout le monde, tandis que la dame marchande recule. Après que Ruto se soit remis, il se demande pourquoi le sol s'est soudainement transformé en boue, et la fille lui demande poliment s'ils vont bien. Gris lui demande avec colère où se trouve l'esprit qu'elle a mentionné, et elle sourit en pointant le Spheri devant eux et fond dans la boue. Puis deux silhouettes louches s'approchent d'eux avec des lampes violettes, et Zenka réalise que c'était un piège des pillards pour attraper le Spheri qu'il recherche, qui est Ruto. Rudolph est confus au sujet de ce que sont les pillards, et Gris explique qu'ils n'étaient que de petits bandits par le passé, mais que leurs tactiques ont changé au cours des dernières années après qu'ils ont commencé à faire des expériences secrètes. Et le pire, c'est qu'ils sont tous de puissants donneurs. Ensuite, il ordonne à 3 de ses hommes de trouver une issue pendant qu'il et Fallo soutiennent Rudo. Après cela, il dit à Zenka que les forts sont tous les siens, ce qui inquiète Rudo un moment. Mais lorsque Fallo lui crie dessus, il décide de s'enfuir avec les autres. Alors qu'il court, Rudo dit qu'il peut les affronter, mais Gris lui dit que les pillards ne sont pas des kidnappeurs ordinaires et qu'il n'a aucune idée de ce dont les pillards sont capables. Ce qui rend Rudo frustré. En même temps, Zenka dit qu'il savait déjà qu'il ne faudrait pas longtemps aux pillards pour comprendre qu'il y a un esprit parmi les nettoyeurs. Il est surpris qu'il l'ait trouvé si vite, mais cela a du sens.
puisque le vendre pourrait les rendre riches à vie. Cependant, la dame Creepy révèle qu'elle n'a pas l'intention de le vendre. Au lieu de cela, les pillards veulent des informations sur la sphère. Et le meilleur moyen d'obtenir cela est de demander un Spheri, surtout pour savoir comment il a survécu en traversant la barrière vivant. Alors que Zenka enlève son masque, il dit qu'il se fiche de la sphère et confirme qu'il n'y a pas de bête poubelle autour. La dame le confirme en invoquant ses poupées de boue, et après avoir vu son pouvoir, Zenka comprend rapidement que le sol se transformant en boue était son pouvoir. Zenka active rapidement son instrument vital, alors qu'il soutient que traiter avec ses marionnettes de molles ne sera pas difficile pour lui. La dame Ryder cache son autre compagnon à l'intérieur de ces monstres de boue, et Zenka est attaqué par derrière par lui. Son compagnon se moque de Zenka pour l'avoir oublié à cause de sa trop grande confiance, et juste à ce moment-là, la dame déguise l'autre Ryder à nouveau dans ses marionnettes et joue à un jeu de cache-cache où Zenka doit deviner lequel est réellement lui. Zenka déplace son arme dans toutes les directions, espérant attraper l'autre pillard, mais chaque fois, il finit par être battu et finalement poussé à l'arrière. Il devient très en colère et fait une tentative vaine de se rapprocher de la dame mais se retrouve piégé dans sa boue. Elle explique comment elle a transformé de nombreuses parties du sol en boue afin que vous ne puissiez pas beaucoup bouger et que vous restiez coincé. La dame fait clairement comprendre que Zenka est le seul ici qui a réellement une chance contre elle, et une fois qu'elle aura réglé son compte avec lui, personne ne sera sur son chemin pour kidnapper le Sphérite. Zenka interrompt la dame en déclarant bruyamment que ces tactiques stupides l'irritent beaucoup. Il semble qu'il ait compris sa stratégie et explique comment elle utilise simplement sa pelle pour contrôler la boue, tandis que son compagnon utilise un instrument vital pour infliger des dégâts. Il ajoute que son compagnon porte des raquettes à neige, ce qui lui permet de marcher sur le sol instable, et maintenant qu'il a compris leur tactique, il se sent excité à l'idée de les abattre. La dame le prend pour une moquerie et avertit Zenka que les choses vont devenir plus difficiles pour lui, mais il reste confiant et répond qu'il connaît son instrument vital beaucoup mieux puisqu'il le sent et s'entraîne avec tous les jours. La dame s'irrite de son long discours et envoie ses monstres debout à l'attaque, mais Zenka ramasse rapidement sa baguette et la frappe sur le sol. Il utilise les vibrations sonores pour localiser les pillards et se précipite directement vers eux, les éliminant tous les deux en un instant. Alors que la dame s'effondre, tous ces monstres de compagnie se transforment à nouveau en boue. Et juste au moment où Zenka devient un peu trop sûr de lui, il sent une forte présence derrière lui, qui se trouve être l'homme maléfique qui torturait le t-shirt rouge auparavant. Pendant ce temps, Rudo et les supporters ont atteint la porte de sortie. Gris l'ouvre et trouve son escalier là, puis il demande au reste des supporters de monter et d'appeler des renforts pendant qu'il reste derrière pour vérifier Zenka. Juste à ce moment-là, il voit quelqu'un se précipiter vers eux et suppose que cela doit être Zenka, pensant qu'il a déjà réglé son compte avec les pillards. Cependant, il s'avère que c'est le chef de l'ennemi. Le pillard jette un regard prudent à Rudo, confirmant s'il est leur cible. Il bondit sur la porte de sortie et fracasse le mur, bloquant le chemin de sortie en reconnaissant Rudo comme le donneur d'esprit. Grisrubian l'avertit que Rudo fait maintenant partie des nettoyeurs et que s'en prendre à lui fera de lui l'ennemi de tous. Le méchant ignore l'avertissement et dit qu'il était en retard seulement à cause de son mauvais sens de l'orientation. Il affirme qu'il n'a jamais voulu leur donner autant de temps et commence alors à marcher vers eux. Pendant que Grise essaie de lui demander où se trouve Zenka, le Raider le rejette encore et dit à Ruto qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler. Le Raider enlève le masque de Ruto avec force, lui disant qu'il n'y a pas de bête à ordure ici, et quand Ruto demande des nouvelles de Zenka, le méchant dit qu'il a été clément avec lui et qu'il l'a seulement assommé, bien que le poison puisse lui causer des problèmes. Le Raider utilise ensuite son instrument vital pour transformer les bagues sur ses doigts en griffes acérées, tout en pleurant Rudo de venir tranquillement. Les deux soutiens se jettent sur lui pour essayer de le maintenir au sol, mais ils échouent et sont violemment projetés au sol, alors que le patron prépare à nouveau ses griffes pour ses pas devant Ruto. S'inclinant pour protéger son équipe à tout prix, le patron abaisse ses griffes et se moque de ce qu'il a entendu sur ces soi-disant faibles soutiens que les nettoyeurs ont, disant qu'ils sont inutiles et ne peuvent rien protéger. Ruto dit à Grise de se retirer puisqu'il ne peut pas combattre le Raider désarmé et insiste pour dire qu'il peut s'en occuper lui-même. Le patron demande alors à Ruto de promettre qu'il ne se fâchera pas et révèle qu'il a déjà tué Grise avec une attaque que personne n'a pu voir. Le Raider plante ses griffes à travers Grise et déclare que les faibles comme lui sont complètement sans valeur. Le porte-bonheur de Grise tombe alors qu'il meurt et Ruto se précipite pour l'attraper. La mémoire de Ruto remonte à l'époque où Recto est rentré chez lui et l'a trouvé en train de frapper sa tête contre le mur, comme si du sang en aluminium coulait sur son visage. Après avoir allongé le petit garçon, Recto demande pourquoi il a fait ça et Ruto répond que Recto lui a appris à ne jamais blesser les autres. Voir le garçon se blesser lui-même donne mal à la tête à Recto, mais il s'assoit et demande ce qui l'a poussé à faire cela. Même après que la douleur dans ses mains ait commencé à s'estomper et qu'il évitait les gens, Ruto dit qu'il n'y a rien de particulier. Mais la seule chose qu'il porte est une haine brûlante à l'intérieur, et même si quelqu'un lui demande pourquoi, il ne peut pas mettre cela en mots. En entendant cela, Recto comprend que le garçon pense que ses parents l'ont abandonné et croit maintenant qu'il n'a aucune valeur à cause de cela. Et un enfant comme lui ne peut pas gérer de telles émotions lourdes. Ensuite, Ruto demande ce que signifie vraiment sans valeur,
Mais Recto décide de le soigner et de l'emmener dehors, puisque l'une des raisons de la tristesse de Ruto est de ne rien avoir d'amusant à faire. Il devrait découvrir tout ce qu'il y a dehors, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qu'il peut vraiment apprécier. Recto l'encourage, disant qu'il y aura un jour où sa chambre vide sera remplie de choses qu'il aime, mais lui fait promettre de le prévenir à l'avance s'il veut jamais ramener une fille chez lui. Après cela, ils se rendent à la bibliothèque du village reculé pour lire des livres, puis il essaie d'apprendre à Rudo à jouer au football, mais le garçon innocent se sent mal pour le ballon et commence à le caresser. Ensuite, ils essaient de cuisiner, et Ruto montre qu'il est très doué pour couper les légumes, si doué qu'il coupe même la planche, pensant à l'échec épique. Recto est heureux que le petit garçon montre au moins un peu d'énergie et qu'ils aient beaucoup de temps pour trouver ce qu'il aime. Juste à ce moment-là, Rudo voit un villageois jeter des ordures et demande à Recto ce qu'il fait. Il trouve les objets jetés si fascinants qu'il passe à travers la porte et plonge dans la benne à ordures. Au moment où Recto le rejoint, il voit le garçon pleurer à chaudes larmes tout en tenant fermement l'objet, laissant Recto confus sur le genre d'émotion qu'il ressent. Ruto pleure que c'est horrible, que l'objet avec une longue vie devant lui a été jeté simplement parce qu'il est légèrement cassé. Il crie sans arrêt qu'il veut le réparer et Ragtai réalise que Ruto ne projette pas seulement ses sentiments sur lui-même, mais qu'il voit en réalité de la valeur dans des choses que les autres considèrent déjà comme sans valeur. De retour dans le présent, Ruto réveille le pouvoir à l'intérieur du porte-bonheur de Gris et Gris, qui s'accroche encore à la vie, comprend enfin pourquoi il n'a jamais pu l'activer auparavant. Personne n'avait jamais vraiment compris sa nature jusqu'à présent. La capacité de Ruto ne transforme pas simplement des objets aléatoires en instruments vitaux. Au lieu de cela, elle fait ressortir leur véritable valeur cachée. Ruto transforme le porte-bonheur en une arme défensive avec un grand œil, et au lieu de paniquer, le méchant se contente de baver dessus. Le méchant devient curieux et demande à Ruto si c'est son instrument vital, alors qu'il demande à Iter de tout savoir à ce sujet. Pendant ce temps, l'autre supporter porte Grise en lieu sûr et essaie de lui donner un peu de premier secours. Rudo se souvient comment Grise a été la raison pour laquelle il a réalisé ce qu'il voulait vraiment faire, et si Grise ne lui avait pas fait voir cela, il serait encore perdu. En pensant à cela, Ruto se prépare à frapper l'ennemi avec force. Le pillard dit qu'il aime les donneurs forts et tend ses griffes, se présentant comme Jabberwonger. Jabber dit qu'il veut s'amuser et demande à Rudo son nom. Après l'introduction, il devient excité comme un maniaque, disant qu'il veut que les deux se déchirent mutuellement, puis se précipite vers Rudo. D'un autre côté, l'autre supporter a du mal à retenir Gris, mais le sang continue de couler abondamment. Grise regarde Ryu se battre et réalise que la raison pour laquelle il ne pouvait pas se battre auparavant était que ses émotions avaient obscurci son but principal. Mais maintenant, il n'y a plus rien pour le distraire. De retour dans le combat, Jabber recule et s'accroche au mur en demandant à Ruto pourquoi il ne vient pas vers lui. Ruto lui dit de venir lui-même, et le pierre fait exactement cela, sautant par-dessus Ruto avec une attaque puissante. Cependant, il se retrouve à atterrir au sol alors que Ruto l'a déjà esquivé d'une manière ou d'une autre. Jabber continue avec une pluie d'attaques, mais Ruto esquive chacune d'entre elles. Enfin, lorsque Jabber demande pourquoi ses attaques ne l'atteignent même pas, Ruto explique que son ami Grise a prié pour que tout le monde revienne sain et sauf, et sain signifie sans blessure. C'est pourquoi il se concentre sur la défense afin qu'aucune des attaques de l'ennemi ne puisse même le toucher. Jabber dit que l'instrument vital de Ruto semble seulement augmenter sa capacité à esquiver, et il dit à Ruto à quel point cela serait inutile s'il ne pouvait même pas l'attaquer. Ruto souligne que Jabber a toujours manqué le fait. Il s'avère que Ruto n'a pas fait un seul pas. Pourtant, il esquive toujours chaque attaque. Et celui qui se déplace tout le temps, c'est Jabber lui-même. Ce qui signifie que Ruto peut prédire chaque mouvement qu'il fait. Alors que Jabber se précipite à nouveau vers lui, Ruto utilise son instrument vital pour le paralyser et, puisque son talisman ne peut en réalité pas attaquer, il enchaîne avec un coup de poing pour l'éloigner car les poings sont l'arme préférée de Grise et il souhaite honorer son camarade. Le rider saigne du nez mais rit toujours comme un maniaque. Impressionné que Ruto ait utilisé le grand instrument effrayant pour guider ses mouvements et enfin le frapper de son poing. Ruto rappelle au gars que c'est lui qui voulait s'amuser, donc il est plus courroux de jouer le jeu jusqu'à ce qu'il en fasse un tas d'ordures allongées sur le sol. L'entendre jeter un mépris fou énerve vraiment Jabber, et il plaisante en disant que Ruto est assez sans cœur pour ne pas se sentir coupable d'être un gars sans pitié. Juste au moment où Ruto lui dit qu'il est la seule exception. Jabber apparaît derrière lui, prêt à frapper, mais Ruto le paralyse à nouveau et lui assène un autre coup brutal dans le ventre qui envoie Jabber et son sourire creepy voler. Le boss se remet rapidement, sautant si vite que des nuages de poussière se forment tout autour de lui, ce qui rend impossible pour les yeux de Ruto de suivre. Jambé l'attaque par surprise en brisant des piliers et en lui lançant des dalles de toutes les directions. Il force finalement Ruto à se protéger les yeux et charge pour frapper. Mais l'œil du porte-bonheur le fige à nouveau, permettant à Ruto de presque lui fracasser le crâne, bien que Jabber parvienne à s'échapper à la dernière seconde. Riant comme un maniaque, il se précipite à nouveau, sautant encore plus vite qu'avant.
Mais l'œil omniscient le fige au moment où il s'approche et Ruto projette à nouveau le lunatique loin. Après cela, le fou rebondit si vite qu'il ressemble à un flou, mais Ruto continue de bloquer ses attaques et de lui frapper les tripes. Alors que Jabber rigole dans sa folie, Runo le fait taire avec une dernière combinaison de 2 coups qui l'assomme un moment, le faisant trébucher en arrière jusqu'à ce qu'il tombe contre le mur. En le voyant halter comme un chien, Rudo lui dit de simplement abandonner déjà, mais Jabber ne fait que sourire car cela fait longtemps qu'il n'a pas été battu aussi sévèrement, et il pense que Rudo a probablement aussi apprécié. Ruto est dérangé par son expression laide. Mais soudain, le fou devient sérieux et explique sa théorie, selon laquelle l'instrument vital de Ruto fonctionne probablement en détectant l'intention meurtrière d'un ennemi et en les déplaçant hors de danger. Cependant, il a remarqué en lançant les dalles de pierre que les choses sans soif de sang ne déclenchent pas du tout l'instrument. Puis, avec un sourire tordu, il commence à expliquer le pouvoir de son propre instrument vital, Mansira, en disant que la griffe droite contient un poison suffisamment fort pour paralyser la cible, jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer avant de la percer profondément dans sa poitrine. Rudo regarde avec confusion alors que le fou rit de plaisir face à la douleur. Et c'est à ce moment-là que Jabber explique que s'il perd connaissance à cause du poison et que son corps inconscient continue de se battre, il n'y aura pas d'intention meurtrière à détecter. Alors qu'il exprime à quel point il est excité de voir ce qui se passe, sa conscience s'estompe lentement, et Ruto fixe silencieusement l'horreur alors que son corps convulse. Ses yeux se révulsent lentement et le mur derrière lui se brise. Après que Jabber se soit assommé avec son propre poison, il pousse soudainement un cri fort avec des yeux vides et sans vie et charge le garçon avec une force terrifiante. Ruto panique, réalisant que son adversaire semble revenir à pleine puissance, et il remarque alors qu'ils sont dangereusement proches des supporters. Si un fou s'approche d'eux, quelqu'un pourrait être blessé. Alors Ruto commence à courir dans la direction opposée pour l'éloigner. Jabber le poursuit, hurlant toujours, et Ruto parvient à peine à le repousser, mais le fou se relève immédiatement sans manquer un battement et crie à nouveau. C'est à ce moment-là que Ruto comprend que le fou ne mentait pas quand il a dit qu'il allait utiliser son propre poison sur lui-même. Ce qui signifie que l'arme de Ruto est maintenant inutile, puisque le talisman ne réagit qu'à l'hostilité et que l'inconscience de Jabber l'efface. Ruto se demande combien d'expérience et de volonté ce fou a, puis s'arrête et pense qu'il est en réalité juste un masochiste pur. Ruto se souvient comment certains intimidateurs l'avaient un jour traité de masochiste en le tabassant, et après leur départ, il est allé directement voir son vieux pour demander ce que ce mot signifiait vraiment. Et maintenant, avec Jabber se relevant, malgré avoir été mis hors de combat, Ruto commence à se demander s'il est vraiment l'un de ces misakistes, alors que Jabber charge à nouveau vers lui, le forçant à peine tenir son terrain et à se défendre. Alors que le fou le surpasse complètement et est sur le point de lui enfoncer les lames aiguisées dans le visage, une tige vient soudainement tourner et s'écraser. Jabber tombe au sol, immobilisé, et Rudo reconnaît instantanément l'arme comme étant celle de Zenka avant que l'homme lui-même n'apparaisse, insistant sur le fait qu'il ne va pas être abattu aussi facilement et dit à Rudo de se préparer pour un échange. Ruto recule auprès de Zenka et fait remarquer qu'il semble à peine tenir le coup, mais Zenka balaye cela d'un geste, disant qu'il va bien et lui dit de ne pas le mépriser. Il ajoute ensuite qu'il serait peut-être temps que Ruto commence à utiliser les pouvoirs de son instrument vital, puisque les choses semblent difficiles. Rubio soutient que le véritable problème est que son pouvoir ne fonctionnera pas sur le fou dans son état inconscient, et en ce moment, il esquive juste à peine les attaques. Lorsque Zenka demande si son instrument vital ne fonctionne que sur l'hostilité, notre garçon est pris au dépourvu et se demande comment il savait même cela. Zenka explique qu'il a observé et analysé le combat depuis le début, lui rappelant qu'il est son tuteur après tout. Cela dit, Zenka commence à penser que pendant que Ruto ne peut pas attaquer, lui, de son côté, a été immobilisé. Il donne une idée à Zenka et l'homme demande à Rugo de le laisser le frapper. En entendant cela, le garçon se demande s'il aime frapper quelqu'un comme Jabber, mais Zenka explique que ce n'est qu'une expérience. Le garçon demande quel est exactement son problème. Alors Zenka explique qu'il veut voir si son instrument vital s'active, s'il frappe et le déplace à l'endroit où il veut être. Si cela se produit, alors il pourra utiliser son long bâton pour surpasser les fous. Rudolph fait remarquer qu'il sera frappé sans raison si cela ne fonctionne pas et Zenka répond que c'est vraiment trop mauvais. À ce moment-là, Jabber se libère du bâton et charge droit sur eux, détruisant un épée pilier d'un seul coup de griffe. Alors qu'il s'écarte, Zenka ordonne à Rudo de s'assurer que les griffes ne le raturent pas, car même le plus léger contact le laissera se tortiller au sol. L'arme brisée énerve Zenka et Ruto se moque de lui. En entendant cela, Zenka fait clairement comprendre que Ruto l'a cherché et se jette sur le garçon pour le frapper, mais l'œil omniscient le fige en plein vol et le lance directement sur Jabber, lui permettant de frapper le gars contre le mur suivant. Le duo de nettoyeurs regarde avec choc comment cela a même fonctionné. Mais Ruto est en colère que Zenka ait vraiment essayé de lui faire du mal. Son professeur le prend comme une expérience nécessaire et il réalise alors qu'ils vont former une grande équipe et il a hâte de se donner à fond et de s'amuser vraiment. Alors que Jabba se lève et charge à pleine vitesse, Zenka se prépare à frapper la tête de Rudo comme une pastèque.
Cela permet au garçon d'utiliser son pouvoir pour l'envoyer voler droit vers le patron, écrasant le gars violemment contre le sol. Zenka est impressionné par la portée, mais il dit à Ruto d'être un peu doux. Ruto répond que doux n'existe pas dans son vocabulaire et il court droit vers Zenka, qui est furieux et prêt à le frapper à nouveau. Comme auparavant, Ruto le lance à une vitesse vertigineuse vers le pauvre patron, mais même si Jabber essaie de contrer, il est encore une fois repoussé. Mais Zenka enchaîne sans pitié avec un autre coup qui fait que On envoie le gars dans le plafond. Puis il essaie de réaliser un finisseur satisfaisant, mais avant que cela ne touche, Ruto le tord pour maintenir la souffrance. Cette troisième attaque propulse Jabber contre le mur si fort que le fou retrouve enfin sa conscience et dit bonjour à Monsieur Mauvaise Attitude, qui l'écrase contre le béton dur. Après cela, Zenka atterrit et tombe en arrière parce que le vol constant l'a épuisé. Et maintenant, tout son corps lui fait mal. En même temps, le pouvoir de Ruto s'éteint et le porte-bonheur de Gris s'effrite en poussière. En voyant cela, Ruto se sent triste de perdre la chose précieuse que Gris lui avait confiée et se demande ce qu'il doit faire maintenant. Alors que Zenka pense que les instruments vitaux qu'il fabrique pourraient ne durer qu'un temps limité, Ruto commence soudain à trembler et à s'étouffer avant de s'effondrer au sol. En y regardant de plus près, Zenka voit une éraflure dans son dos et quand il se retourne, il voit Jabber se poignarder avec sa griffe gauche comme avant. Le patron s'approche tranquillement de Ruto, alors Zenka demande avec confusion comment il peut encore bouger après avoir été battu comme ça, pensant que sa griffe gauche peut guérir les blessures. Mais Jabber explique que cela ne guérit définitivement pas les blessures, mais ça enlève la douleur. Jabber admet qu'il n'a jamais pensé qu'il serait coincé aussi gravement et le remercie de lui avoir donné une telle expérience de combat. Il soutient que le poison sur ses griffes droites ne fonctionne sur lui que pendant environ 10 minutes, puisqu'il y est habitué. Mais pour Zenka, cela devrait durer environ 30 minutes, et donc il lui donne une autre dose, ce qui rend Zenka inconscient encore une fois. Il murmure que s'il échoue à atteindre son véritable objectif de kidnapping, il finira juste par se faire gronder. Le pillard prend alors Ruto et l'emporte pendant que Zenka reste là, impuissant à regarder. Alors que Jabba court avec Ruto, il se souvient brièvement de ses sbires mais les oublie aussi vite. Pendant que Ruto lutte pour bouger mais ne peut pas, le garçon s'inquiète que, à cause de lui, Gris et les autres ont été blessés. Jabber sourit et saute, mais il réalise qu'ils sont soudainement dehors au lieu d'être encore dans un bâtiment. En regardant autour de lui, il aperçoit Ryo debout avec ses ciseaux et avant qu'il puisse réagir, un parapluie le frappe et le renvoie en arrière, le faisant lâcher Ruto. Engine intervient, disant qu'ils ont un peu de nettoyage à faire tandis que le pillard est étendu là, assommé. Engine explique que le bâtiment est enfoui profondément en dessous et qu'ils ne peuvent pas utiliser le collier là-bas pour contacter l'extérieur. Ils grondent le pillard pour avoir délibérément piégé leurs amis sous terre afin de couper la communication. Heureusement, les supporters qui se sont échappés plus tôt, y compris Tom, ont réussi à trouver son téléphone portable dans la ville la plus proche et à appeler des renforts, car sinon personne n'aurait remarqué. Tom soutient que Gris et Zenka devraient toujours être là-bas et s'inquiète qu'ils pourraient être partis trop longtemps lorsque le moteur leur dit de ne pas s'inquiéter puisque ces deux-là ne sont pas si faibles. Il ordonne à la fille de prendre quelques supporters et d'aller voir comment ils vont pendant qu'il s'occupe du pillard. Jabber interrompt, arguant qu'il est méprisé comme un déchet jetable et prétend que tout cela l'excite. Engine ressent de la compassion pour le pauvre Ruto, qui a été coincé à combattre un si étrange fou tout le temps, et les autres nettoyeurs se mettent en colère contre Jabber pour avoir blessé leurs amis. Engine avertit le méchant qu'ils ne le laisseront pas s'en tirer si facilement, mais Jabber semble indifférent et insiste sur le fait qu'il a un devoir de ramener Ruto chez lui, en disant que même s'il veut fuir, ce n'est tout simplement pas une option. Juste à ce moment-là, Jabra est pris dans les bras par une fille nommée Shani, qui lui dit qu'il est temps pour lui de revenir avec un regard glacial. Il rétorque et dit à la nain de sortir de son visage parce qu'il ne veut pas revenir, pas avant d'avoir Runa avec lui. Alors qu'elle souligne calmement que des renforts de nettoyeurs arrivent dans 1 minute, Engine est laissé stupéfait de là d'où elle vient même. Dans un accès de frustration, Jabber lui crie qu'il ne peut pas partir juste après que le plaisir a commencé, mais il tombe silencieux lorsqu'elle dit que leur leader avait un grand sourire sur son visage. Les os de son corps craquent alors qu'il essaie de se libérer de force, mais la prise de la fille est plus forte. Après avoir lutté un moment, il abandonne enfin et affiche un grand sourire idiot à tout le monde, s'excusant que c'est dommage qu'ils doivent rentrer chez lui alors que les choses commençaient à s'animer. Alors que Ryo est choqué de voir une bouche d'égout dans le mur derrière le tube, Jabber prend une seconde pour complimenter Runo d'avoir livré un très bon combat pour son habitant de la sphère, pensant que le garçon est probablement dans le coma à cause du poison. Jabra dit à Engine de lui transmettre ses salutations, mais il est complètement choqué quand il voit Ruto bouger dans son état. Ruto jure qu'ils ne sont pas finis tant qu'il ne lui a pas remboursé le porte-bonheur de Gris et son esprit combatif excite le gars. Mais quand l'homme regarde le motif sur les gants de Ruto, il est surpris de voir que le garçon a aussi quelque chose de la série. Il trouve la coïncidence incroyable et dit que son patron sera très heureux d'entendre parler des gants. Sur cela, il promet qu'il sera beaucoup mieux préparé la prochaine fois qu'il viendra le chercher et lui dit de bien prendre soin de ses gants avant de passer dans le portail. Après cela, la bouche d'égout disparaît dans les airs et laisse tout le monde stupéfait, tandis que Ruto se demande tranquillement ce qu'est même la série.
Plus tard, l'équipe médicale arrive et Ruto se précipite vers Grise quand il le trouve ayant l'air d'avoir vu de meilleurs jours. Son pauvre état fait pleurer Ruto, et le garçon s'excuse d'avoir cassé son précieux porte-bonheur. L'homme répond que cela comptait beaucoup pour lui, ce qui fait que Ruto se sent encore plus mal d'en avoir fait de la poussière. Mais Gris continue en disant qu'il est heureux que Ruto ait pu survivre grâce à cela. De retour au siège de l'agence de nettoyage, Engine s'assoit à côté de Ruto, qui a l'air abattu et demande ce qu'il fait. Rudolph ne répond pas, alors Engin dit au garçon qu'il a entendu qu'il avait enfin compris comment utiliser son instrument vital et lui fait un petit compliment. Mais Rudolph crie soudainement que Grise a été gravement blessé et il ne sait pas comment lui faire face après tout ce qui s'est passé. Il admet avec regret qu'il n'a jamais pu aider personne sur la sphère et il se sent tout aussi inutile quand cela compte maintenant dans le souterrain. Ruto se maudit, pensant qu'il ne pourra jamais changer de toute sa vie. En entendant cela, Engine lui dit calmement que Grise était prêt à risquer sa vie pour ses camarades. Donc il ne protégeait pas Ruto parce qu'il était spécial. Il le protégeait parce qu'il croyait en Ruto. Cela dit, Engine lui dit d'arrêter de se lamenter et d'aller parler à Grise à l'hôpital. À l'hôpital, la mâchoire de Ruto tombe par terre lorsqu'il voit Gris avoir l'air parfaitement bien et l'homme le félicite avec un grand sourire pour avoir éveillé son pouvoir. Ruto ne peut pas croire ses yeux et j'ai un autre regard. Engine éclate soudainement de rire lorsqu'il réalise que Ruto était déprimé parce qu'il pensait que Gris était mort et il continue de tapoter le pauvre gamin, qui est maintenant mort de honte. Ruto rétorque à Gris que n'importe qui supposerait qu'il est mort après avoir subi une blessure aussi grave. Cependant, Gris explique qu'il a survécu grâce à l'équipe médicale du nettoyeur et que la véritable sauveuse était la fille timide qui se tenait à côté de son lit. Ensuite, Gris présente Ishia, la seule donneuse dont le pouvoir l'aide à guérir les autres. En l'entendant parler d'elle, la fille devient embarrassée et insiste sur le fait qu'elle a seulement eu de la chance. NG explique qu'elle est super timide et ne peut pas supporter les compliments. Et Gris le prouve en la remerciant à nouveau d'avoir sauvé sa vie, ce qui la fait rougir comme une tomate. Après cela, il dit à Follow qu'il ne devrait pas se sentir coupable non plus, car il l'a également sauvé de l'attaque mortelle des pillards. Ces mots gentils émeuvent le jeune supporter aux larmes, puis il se tourne à nouveau vers Ruto pour lui rendre hommage d'avoir bien battu le Raider avec Zanka. Après cela, Gris dit à Ruto d'oublier son porte-bonheur car il l'a donné avec plaisir, sachant que Ruto peut apprécier sa véritable valeur. La culpabilité de Ruto s'estompe en entendant cela et il dit qu'il est heureux que Gris ait survécu. Ensuite, Engine dit à tout le monde que le combat entre les pillards et les nettoyeurs a commencé. Donc les bêtes détruites ne seront pas leurs seuls ennemis sur le champ de bataille à partir de maintenant. Juste au moment où il révèle qu'il a des nouvelles, un énorme homme entre dans la pièce et dit qu'il semble que les pillards soient également après la sphère. Lorsque Ruto demande rapidement qui il est, Engine répond avec désinvolture qu'il est le patron. Il faut à Ruto une minute solide pour traiter le fait que le patron se tient juste devant lui. Le patron s'excuse auprès de Ruto d'avoir été absent lorsqu'il a rejoint pour la première fois et il se présente comme Arca Corvus. Il soutient que même s'il n'en a pas l'air, il est toujours un patron et explique qu'au début, il pensait qu'il ne restait avec eux que pour les informations. Et si cela avait été le cas, il ne l'aurait pas gardé autour de lui. Mais il admet qu'il apprécie la façon dont Ruto a mis sa vie en jeu pour ses amis et reconnaît qu'il a la force de faire une véritable contribution à l'équipe. À cause de cela, Corvus l'accepte avec joie comme membre du groupe et lui dit de le rencontrer à son bureau, où il a déjà préparé une information uniforme pour lui. Lorsque Rudolph arrive, Corvus explique qu'il existe une frontière entre le sol et la sphère, où quiconque essaie de la traverser est destiné à mourir. Alors que Ruto revêt son nouveau costume, le patron lui raconte une histoire sur une femme qui vivait dans la zone interdite, qui est la zone la plus proche de la frontière. Une fois, elle a sauvé un voyageur perdu qui lui a demandé ce qu'elle faisait là, et elle a répondu qu'elle passait ses journées à regarder les esprits tomber d'en haut. Au fil des ans, elle a affirmé avoir vu certaines personnes capables d'aller et venir à travers la frontière sans mourir. En entendant cela, Ruto réalise qu'il doit trouver ces personnes pour apprendre comment elles ont réussi un tel exploit, et enfin comprendre pourquoi il n'est pas mort en tombant. Lorsque Corvus lui demande s'il prévoit de rester ou de partir, Ruto grince des dents et répond avec certitude qu'il retourne en arrière. La porte s'ouvre soudainement et Engine entre, toute excitée de voir Ruto portant l'uniforme. Plus tard, Ruto essaie de se faufiler vers la zone interdite, déterminé à trouver la femme et à recueillir des informations. Mais un suiveur essaie de le ramener en arrière, le suppliant de s'arrêter. Ruto, cependant, refuse d'attendre car tout ce qu'il veut, c'est retrouver le chemin du retour le plus rapidement possible. Engine intervient et lui dit de se calmer, en disant que s'il veut vraiment y aller, alors au moins il devrait d'abord être préparé. Il demande à Ruto s'il prévoit d'y aller sans rassembler d'informations ou tester ses pouvoirs, remettant en question s'il a une sorte de désir de mort. Engine essaie de lui faire comprendre qu'il doit connaître ses faiblesses et ses limites, et lorsque Ruto demande s'il ira avec lui, Engine répond oui et avertit que partir seul ne serait qu'un suicide.
Alors que Ruto pense à la façon dont Engine y est allé seul, Engine lui explique qu'en plus de chasser, les nettoyeurs doivent également recueillir des informations sur les bêtes détruites ainsi que sur les pillards. Ruto se plaint de la façon dont des gens terribles comme les pillards pourraient un jour devenir des donneurs. Mais Engine lui dit clairement que tout le monde n'est pas gentil ou attentionné. Il explique qu'il y a des hommes bien de l'extérieur qui jettent leurs affaires sans précaution, et des hommes au look rude qui prennent soin de ce qu'ils ont. Il précise que le fait d'être un donneur n'a rien à voir avec être bon ou mauvais. Ruto baisse la tête avec mélancolie, se demandant s'il a fait quelque chose de mal, mais il ne peut toujours pas pardonner aux personnes qui l'ont envoyé ici. Engine lui dit alors de se reposer pour la journée. De retour dans sa chambre, Ruto s'ennuie à mourir et souhaiterait pouvoir faire quelque chose d'amusant comme plonger dans des poubelles, quand Ryo apparaît soudainement et lui propose avec enthousiasme de lui faire visiter le QG. Elle lui montre la salle de sport, la cafétéria, vous et les toilettes pour hommes pour une raison quelconque, puis explique que bien que l'endroit ait l'air délabré, les gens ici lui donnent vie. Mais Ruto soutient que la vie sur la sphère était beaucoup plus animée, et lui dit qu'il passait chaque jour à sortir avec Recto, à chercher des trésors et des déchets, et à se faire insulter par la police. En entendant cela, Ryo dit qu'il y a plein de gens ici qui seraient heureux de l'insulter aussi, puis change de sujet pour parler de nourriture, lui demandant s'il a déjà goûté des sucreries. Ruto est choqué quand il l'entend dire des bonbons parce que c'était quelque chose que seuls les riches pouvaient manger. Mais Ryo se vante qu'ils ont aussi de bonnes choses ici. Après cela, les yeux de Ruto faillirent sortir de ses orbites quand il voit des bonbons brillants que les nettoyeurs achètent à des gens appelés viandeurs. Et il dit à Engine qu'il ne les a jamais essayés de toute sa vie. Engine répond que même si les choses sont différentes en haut dans le souterrain, il y a plus de demandes pour les bonbons que pour les drogues. Donc ce serait intelligent de ne pas devenir accro. Pendant que Ryo bave sur une assiette entière de douceur, Engine explique que les viandeurs recrutent des cuisiniers de premier ordre, donc leurs bonbons sont encore meilleurs que sur la sphère. Ensuite, Ryo essaie de lui faire goûter, et il élève lentement un morceau à sa bouche, tremblant d'excitation. À ce moment-là, l'âme de Ruto faillit ascender au ciel et commence à dévorer Cramby comme le monstre des cookies, parce que c'est si bon que ses mains bougent d'elles-mêmes. En voyant cela, Anju l'avertit de ralentir ou il va prendre du poids, mais ce qui le stoppe finalement est un regard glacial venant d'un enfant suçant une tétine. Le regard dans ses yeux fait se demander à Ruto s'il veut aussi ses bonbons. Alors il se force à donner une sucette à son camarade amateur de sucreries. Mais l'enfant la frappe de sa main et ordonne impoliment à Ruto de lui en donner une autre, ce qui l'énerve vraiment. Plus tard, Senka entend Engine et Ryo parler de l'addiction aux bonbons de Ruto, mais il décide de l'ignorer jusqu'à ce qu'il voit une boule de graisse sortir de la porte devant lui. Il crie qu'il y a un intrus pour réaliser que c'est un Ruto avec du diabète. Le lendemain, au hall d'entraînement, Ruto lutte pendant le test pour confirmer s'il peut utiliser son pouvoir à volonté et se demande pourquoi il ne peut pas le faire, même après s'y être habitué. Zenka lui apporte un tas de détritus et lui dit de prendre ce qu'il veut essayer à nouveau. Ruto prend un morceau de métal triangulaire et y verse son pouvoir, et cette fois, ça fonctionne réellement car l'objet devient un peu plus grand. Engine admet que Zenka pourrait avoir raison et lui donne du crédit en tant que tuteur. Zenka suggère alors que Ruto devrait essayer de rendre plusieurs choses mortelles à la fois. Et à leur grande surprise, cela fonctionne. D'abord avec une théière, puis avec une poupée. Mais juste au moment où Ruto sort la troisième, son nez commence à saigner et il s'effondre au sol. Engine fait remarquer que la même chose était produite auparavant lorsque son nez avait saigné, ce qui signifie que les gants pourraient être trop bons en qualité pour que son corps les supporte. Il explique que plus quelqu'un prend soin des choses, mieux elles deviennent et plus de pouvoir elles peuvent détenir. Il ajoute qu'en plus du pouvoir, la capacité réfléchie dépend également des pensées et de l'expérience de l'utilisateur. Zenko suppose que Ruto doit avoir pris soin de ses gants depuis son enfance, ce qui explique leur qualité, bien qu'il se demande encore s'il pourrait vraiment avoir un tel impact sur son corps. Cette pensée le rend mal à l'aise alors qu'il commence à penser à des objets de série. Ruto rétorque que si c'est vrai, alors pourquoi les choses qu'il rend mortelles finissent-elles toujours par périr, alors que celles qu'il vient de créer restent intactes? Il suggère qu'il pourrait y avoir une limite de temps sur elles. Ryo prend alors la parole et dit que cela pourrait être parce que ces choses n'avaient aucun regret. Elle sourit et lui dit que son pouvoir semble tirer la valeur maximale des choses jamais jetées. Puisque Ruto les utilise à nouveau, ces choses remplissent leur but et Zenka ne pourrait pas être plus d'accord en soulignant comment le talisman s'effondre une fois que Ruto ressent un soulagement après le combat. Engine dit que Ruto n'a pas brisé le talisman de Grise ni aucune arme qu'il fabrique, mais au lieu de cela, Ruto utilise ce qui reste et pousse leur valeur au maximum. En regardant ses gants, Ruto réalise que son pouvoir n'a jamais été de détruire les choses en premier lieu. Ryo exprime alors ce que Zenka a en tête, mentionnant comment le raider prétend que les gants font partie d'une série, ce qui les amène à croire qu'il pourrait y en avoir d'autres comme eux. Pendant que Ruto se demande pourquoi, Ryo suggère qu'il devrait leur donner un nom puisqu'ils ont déjà nommé les leurs et Engine est d'accord. Pendant ce temps, Tommy et Jabber retournent auprès de leur patron qui commence à débiter des bêtises sur une série d'équipements d'hôtels désertiques et une série de gardiens.
ce qu'il semble lui-même porter. Plus tard, au siège des nettoyeurs, Ruto ressent beaucoup de douleur en lavant ses mains et ses gants dans la salle de bain. Après les avoir séchés, il sort et sa mâchoire se décroche en voyant Rio se détendre sur son lit et parler toute seule. Il demande pourquoi elle est dans sa chambre et comment elle est même entrée, et la fille répond qu'elle vit juste au-dessus de lui, donc elle est descendue après avoir entendu des bruits de gémissements venant de sa chambre. Juste à ce moment-là, elle le prend dépourvu en lui demandant si ses mains lui ont fait émettre des gémissements, et Ruto explique qu'elles lui font moins mal quand il porte des gants. Elle pense que ses cicatrices ont l'air cool et se demande si ce sont des brûlures, mais Ruto répond que seuls ses parents savent ce qu'elles sont. Rio lui dit que les parents donnent tout à leurs enfants, le bon et le mauvais, puis sautent directement par la fenêtre. Le lendemain, Engine et Grease jettent un coup d'œil dans une pièce en désordre où un gars crie comme une rockstar pendant qu'il travaille sur quelque chose, et ils réalisent qu'il va prendre un certain temps. Plus tard, Corvu donne à Ruto les détails qu'il va travailler sur les préparatifs avant que son masque facial complet ne soit fini et qu'il puisse partir en mission. En entendant cela, Ruto demande avec confusion ce qu'est un masque facial complet. Alors Engine explique que les nettoyeurs ne sont pas officiellement autorisés à entrer dans la zone interdite sans un masque, et lui montre son cool masque. Il dit que les nettoyeurs ont un artiste dont tout le travail est de fabriquer des masques faciaux complets et des uniformes. Mais ils doivent suivre son rythme car il ne peut pas travailler correctement s'il est poussé par une échéance. C'est pourquoi Corvus explique que Ruto doit se préparer, disant que c'est similaire à avoir un sort jeté sur lui. Semi ajoute qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la zone interdite, comme se faire exploser si l'on met le pied au mauvais endroit, et c'est pourquoi ils ont un donneur qui se spécialise dans le lancement de sorts pour les dessins. À ce moment-là, elle se souvient qu'il avait toujours l'habitude de rester au QG depuis que Corvus lui avait donné la permission de dessiner librement où il le voulait, mais il n'est pas revenu depuis un certain temps. En entendant cela, Engine pense que c'est pénible d'aller le voir à chaque fois et dit à Rudo qu'il se dirige vers la ville de graffiti appelée Canvas Town, puis présente les nettoyeurs qui les rejoindront en route pour chercher la dame dans la zone interdite. Juste à ce moment-là, Ryo et Zenka apparaissent avec le groupe, avec un gars qui ressemble à Hulk se tenant debout à l'arrière. Engine explique que Ryo et Zenka seront avec lui et l'équipe Akuta, pendant que Delmon et Tamzi formeront l'équipe Eager, et la troisième sera l'équipe de soutien. Alors que les supporters ont généralement 5 membres dans l'équipe, ils compensent plutôt en formant une équipe qui a le plus grand nombre de donneurs partant en mission dans la zone interdite. Juste à ce moment-là, Delmon s'approche de Rudo et lui crie qu'il a entendu parler de l'enfer que le garçon a traversé, avant de dire qu'il déteste les gens qui traitent mal ses camarades et aime ceux qui ont une passion brûlante. Alors il veut que Rudo rejoigne son équipe tout de suite. Mais Tamzi dit au grand gars de se calmer, parce qu'Engine a déjà dit que Rudo rejoindra l'équipe Akuta, et assure Rudo que Delmon est un homme gentil, même s'il n'en a pas l'air. Il admet alors qu'il aime aussi les personnes passionnées, et veut que Rudo rejoigne, alors Engine dit au gars de montrer à quel point ils sont passionnés eux-mêmes. En entendant cela, Zenka met des bouchons d'oreilles et s'en va, laissant Ruto extrêmement confus. Ensuite, Delmon s'échauffe en grinçant des dents et motive tout le monde en criant qu'ils vont entreprendre un voyage dangereux vers Canvas Town. Mais ils ne perdront jamais parce qu'ils sont des nettoyeurs et que les nettoyeurs ne perdent jamais. Alors que tout le monde dans les autres équipes s'excite, Ruto subit un effondrement mental en entendant la passion de Delmon qui fait exploser ses tympans et finit par rejoindre le train de Hip lui aussi. Plus tard, l'équipe sort dans une fourgonnette et manque de renverser les deux artistes faisant des graffitis sur leur échelle en passant. Une fois que Canvas Town apparaît enfin à l'horizon, les yeux de Rudra s'agrandissent d'émerveillement. Enju gare la fourgonnette avec un drift stylé juste devant la porte principale, où Ruto demande si toutes les villes souterraines sont construites de la même manière. Tamzi explique donc que les plus grandes sont généralement en forme de dôme pour protéger tout le monde des déchets qui tombent d'en haut. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui vivent à l'air libre se font souvent écraser par des ordures qui tombent au hasard, ce qui rend le garçon triste. Après cela, il voit un gars chauve qui a l'air vraiment confus parce qu'il ne peut pas entrer dans la ville étrange même si la porte d'entrée est grande ouverte. L'autre gars ne le croit pas et est surpris lorsqu'il heurte violemment un mur invisible. Juste au moment où il se demande ce qui ne va pas, il voit Engine et les autres passer tranquillement à travers, les faisant passer pour des idiots. Voyant l'air confus sur le visage de Ruto, Engine lui dit de ne pas trop réfléchir et de simplement passer à travers parce que n'importe qui peut entrer et sortir tant qu'il n'a pas d'idées bizarres et il entre juste comme ça. À l'intérieur de la ville vibrante, Ruto est émerveillé par les peintures colorées partout, et Rio dit qu'elle ne manque jamais de l'impressionner à chaque fois. Engine explique que la ville a été construite pour toutes ces personnes qui souhaitent dessiner librement, sans déranger ni ennuyer qui que ce soit. En entendant cela, Ruto lui demande s'ils sont venus pour regarder des peintures, mais il le corrige en disant qu'ils sont en fait venus rencontrer le donneur qui vit dans la ville de Canvas et a la capacité spéciale de jeter des sorts sur les choses qu'il peint. Le garçon est assez confus en entendant cela. Alors Engine explique que si l'artiste se concentre vraiment sur une pensée, comme dire que le mur peut annuler une attaque, sa peinture peut jeter un sort sur cela qui rend sa pensée réelle. Engine rappelle à Rubo les 2 clowns qui ont échoué à entrer dans la ville.
Il explique que c'était à cause du sort du donneur qui bloque quiconque ayant de mauvaises intentions de mettre les pieds à l'intérieur. Ce qui impressionne Ruto, alors qu'Enjin parle de l'unicité de son instrument vital. Cependant, le discours d'Enjin est interrompu lorsqu'une petite fille le heurte et il se penche pour vérifier si elle va bien. Elle s'enfuit avec des larmes aux yeux comme un coup de vent. Ryo l'accuse d'avoir effrayé l'enfant, et pendant que l'agitation continue, le maire fait son entrée, surpris de les voir arriver plus tôt que prévu. Lorsque Enjin explique qu'ils sont venus demander des sorts à Gob, le maire devient soudain triste et annonce la nouvelle choquante que Gob est décédé juste ce matin. Le groupe tombe silencieux alors qu'il explique que cela a été causé par la pollution corporelle. Pour une raison quelconque, Gob n'a pas pu se satisfaire dans les zones sûres et s'est aventuré à peindre dans la terre de personnes polluées. Le maire soupçonne qu'il était tellement absorbé par son art qu'il a oublié de remettre son masque. Et cette seule erreur lui a tragiquement coûté la vie. Ruto commence à trembler en se remémorant les brefs moments où il a vu Gob peindre, et le souvenir semble plus lourd maintenant que Gob est parti. Le maire brise le silence et révèle que Gob avait déjà choisi un successeur qui hériterait de son instrument vital générationnel. Et il s'avère que c'est la même petite fille qui avait pleuré et couru plus tôt. Il admet qu'il n'a pas d'idée claire de la façon dont ce système fonctionne dans son cas. Mais il explique que l'héritage du stylo réveille toujours les pouvoirs d'un donneur et fait du choisi le nouveau lanceur de sorts. Le maire la présente comme Rumlen Tisserk, mais il ne peut cacher son inquiétude quant à la difficulté pour quelqu'un d'aussi jeune de porter un rôle aussi lourd. Le lanceur de sorts agit comme le porte-parole et le protecteur de la ville, une position qui s'accompagne d'une pression immense. Suivez les étapes et soutenez que certaines personnes s'éveillent en tant que donneurs au moment où elles tiennent leur instrument vital sans vouloir s'en occuper avec le temps. Pourtant, il ajoute qu'en se basant sur ce que Zenka a dit, il pourrait également y avoir un besoin d'aptitude naturelle. Tamsi rejoint alors la discussion, soulignant que la transmission directe de l'instrument vital est rare, ce qui rend ce cas encore plus inhabituel. À cause de tout cela, le maire dit avec regret qu'ils ne pourront pas aider pendant un certain temps, mais Enjin lui assure qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter. Le maire explique ensuite que Rumlin et Gob avaient toujours été si proches que les gens pourraient même les confondre avec des frères et sœurs. En disant cela, il éclate en larmes et se rappelle combien Gob aimait peindre, que ce soit à la demande ou simplement par son propre désir. Il admet qu'il n'a jamais été un artiste lui-même, mais il est devenu maire de cette ville juste pour préserver cette belle vue. Enjin s'égare également dans ses propres souvenirs de Gob, se rappelant de lui peignant avec un large sourire et s'enfuyant plein de vie. Il ressent une profonde tristesse en sachant qu'il ne pourra peut-être jamais revoir cela. Se ressaisissant, Enjin dit qu'il devrait rentrer maintenant. Mais avant de partir, il se tourne vers le nouveau successeur et dit à Rumlin de prendre soin d'elle, promettant qu'ils reviendront lui rendre visite. À ce moment-là, la fille se lève soudainement et déclare qu'elle ne pensera plus à de telles choses sombres. Au lieu de cela, elle insiste pour qu'il célèbre, saisissant l'instrument à plume des mains du maire, avant de se précipiter pour peindre. Le maire et tous les autres suivent Rumlin jusqu'au toit où elle commence à peindre avec des yeux remplis de détermination. Elle explique que bien que la mort de Gob la rende triste, elle croit que s'ils restent tous ici en bas à pleurer et à se noyer dans leur chagrin, alors Gob lui-même ne pourra pas profiter de son au-delà en paix. C'est pourquoi elle refuse d'être coincée dans le chagrin, et lève plutôt le stylo haute avant de l'ouvrir. À cet instant précis, une lumière brillante jaillit et le stylo se matérialise en arme. Rumlin peint joyeusement ses coups de pinceau sur le toit. Elle termine joyeusement son travail et crée une peinture éblouissante qui éclate soudainement en feu d'artifice, remplissant le ciel au-dessus de la ville de couleurs vives alors qu'elle crie fortement à tous ceux en bas qu'il est temps de célébrer et de faire la fête ensemble. Toute la ville s'agite d'excitation alors que les feux d'artifice éclatent au-dessus et que les rires commencent à s'élever des rues. Le créateur sourit et se tourne vers Enjin en s'excusant sincèrement, admettant qu'il ne pense pas qu'Enjin obtiendra ses sorts de sitôt après tout cela. Enjin répond simplement par acceptation, lui rappelant que c'est la ville de Kamda, un endroit longtemps connu comme la ville de la liberté et de la joie. Un peu plus tard, Rumlin se sent fier d'avoir fait de Ruto un clown complet, puis demande où ils ont besoin qu'elle peigne le sort. Ruto demande avec colère à la petite fripouille ce qu'elle a fait à son visage, mais elle continue à rire et le rend encore plus en colère. En voyant cela, Enjin comprend mieux quel genre de personnalité il faut pour devenir un lanceur de sorts, car elle lui rappelle tellement Gob. Et le maire est d'accord pour dire qu'ils sont si joyeux que personne ne peut leur voler leur sourire. Après cela, Rumlin promet de faire de son mieux, et cela rend Anju curieux de savoir à quelle génération de lanceurs de sorts elle appartient. Et le maire le surprend en disant que l'enfant est censé être le numéro 6. Ben Rumlin partage que son pouvoir ne fonctionne pas vraiment, à moins que celui sur qui elle s'appuie donne la permission. C'est pourquoi elle doit aussi obtenir la permission de dessiner sur les murs de la ville. Enjin se souvient que c'était la même chose pour Gob, et le maire dit que l'aptitude héritée est principalement la même que celle de l'utilisateur précédent.
Mais il n'y a pas beaucoup de différence d'une génération à l'autre. En entendant cela, Engine devient curieux parce que la capacité d'un instrument vital devrait changer en fonction de la façon dont le lanceur de sorts utilise ses pensées, et il élabore une théorie sur la façon dont l'instrument vital est hérité. Mais Remeline l'interrompt et le corrige en disant que leur imagination est si sauvage que les dessins représentent généralement les mêmes choses. Elle peut utiliser des ballons pour la pression ou des fleurs pour le conflit, et dit que c'est très amusant de cacher le véritable sens derrière des dessins créatifs. C'est pourquoi elle croit que les générations précédentes ont toujours choisi ceux avec l'imagination la plus créative et amusant, et elle fera de même. Engine ne comprend pas un mot de ce qu'elle a dit, mais il réalise qu'elle voulait dire que les pensées correspondantes des lanceurs de sorts mènent à des capacités correspondantes. Mais cela offense Remelin car elle pense qu'ils sont libres de dessiner comme ils le souhaitent et sont complètement uniques. Tout cela confond complètement Engin. Alors le maire l'arrête avant qu'il ne s'enfonce trop profondément dans l'iceberg artistique. Avec ça, Ruto enlève sa chemise et Remelin confirme qu'elle doit juste faire un dessin qui le protégera de recevoir un coup et débouche son pinceau avec excitation. Le pinceau s'enflamme soudainement et change de forme en un outil de sculpture, ce qui fait paniquer Engine. Voyant cela, le maire lui demande pourquoi son instrument vital ne s'est pas transformé en pinceau comme d'habitude, et Remelin répond qu'elle aime utiliser toutes sortes d'outils pour faire son travail. Engine est émerveillée que la petite fille puisse lancer des charmes et transformer l'outil en ce qu'elle veut. Mais à la fin, elle décide de ne pas sculpter la peau de Ruto et passe à un simple pinceau. L'enfant rit, pensant à toutes les choses amusantes qu'elle pourrait dessiner sur son dos, mais Ruto réalise qu'ils ne s'entendront jamais, tandis qu'Engine l'aime déjà beaucoup. Plus tard, Engine s'excuse auprès du maire et de la petite lanceuse de sorts d'avoir fait dessiner 9 personnes d'un coup et d'avoir complètement épuisé la pauvre enfant. Ils se dirigent tous ensemble vers cette porte de la ville, où les deux voyous sont toujours coincés, et quand ils voient le stylo légendaire dans la main d'une petite fille, ils se fâchent contre le maire d'avoir transmis à une nobody. Le gars au bandana se vante d'avoir gagné le concours d'art parfait plusieurs fois, et est venu à la ville du campus pour hériter du stylo. Entendant ses cris et sa salive lui éclabousser le visage, le maire dit à l'imbécile de se taire parce que le mur a été fait précisément pour garder les idiots qui chassent la popularité comme eux dehors, avant de les maudire pendant une bonne minute jusqu'à ce qu'ils partent. Avec ça, tout le monde monte dans la camionnette, et Engine dit au maire de rester cool avant qu'il n'entre dans un vaisseau, et Remelin plaisante en disant qu'il devrait juste éviter la porte. Avant de partir, Ruto admet qu'il a passé un bon moment, et Remelin promet qu'elle viendra travailler au QG un jour. Après leur départ, Ruto demande à Engine s'ils retournent au QG des nettoyeurs, et Engine répond qu'ils le font, bien que sur le chemin, il prévoit de prendre des friandises pour lui. Ruto se demande ce que cela pourrait être et se retrouve bientôt dans un entrepôt de déchets rempli de toutes sortes de vieux objets usés. Pour Ruto, cet endroit ressemble à une mine d'or et il saute rapidement pour choisir des objets pour lui-même. Au sommet du tas de déchets, il y a une télévision montrant un homme au visage maléfique qui semble être le patron des méchants préparant quelque chose de suspect. Quand ils retournent enfin au QG, ils sont accueillis par les cris forts d'un homme célébrant un certain accomplissement. Ruto demande à la réceptionniste des informations à son sujet, et Semi prend un moment pour compatir avec lui pour ce qui s'est passé dans la ville universitaire, bien que ses mots soient interrompus lorsque l'homme hurlant crie à propos de la création d'un masque personnalisé. Engine le présente comme Orgest et explique qu'il est celui qui est responsable de la fabrication de l'équipement pour les nettoyeurs. Engine ajoute qu'il semble que le masque de Ryo a déjà été préparé, et Orgest se loue fièrement d'avoir terminé le travail si habilement. Il admet alors à Ruto qu'il s'est glissé dans sa chambre pendant qu'il dormait, et a pris toutes ces mesures sans qu'il ne s'en rende compte. Engine taquine Ruto en disant que les furets comme lui devraient au moins verrouiller leurs portes. Mais Ryo rit et admet qu'il faut en fait beaucoup d'efforts pour prendre ce garçon au dépourvu, même lorsqu'il dort. Juste à ce moment-là, la sœur d'Orgest, Aishia, arrive en courant, le grondant de cesser de causer tant de problèmes à tout le monde. Ensuite, ils descendent tous au sous-sol. Ruto est cependant toujours de mauvaise humeur à cause de tous les cris et hurlements précédents. Engine l'arrête et lui demande de retirer son collier. Un par un, tout le monde mord son doigt pour faire sortir une goutte de sang et la place ensemble sur le collier jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement. Engine explique que cet objet agit comme un communicateur, similaire à un téléphone. Ruto demande si c'est pour cela que tout le monde ici porte un collier, et Ryo ajoute que le rituel du sang renforce également leur lien d'amitié. Ruto trouve l'objet tout entier suspect, mais bientôt les autres l'entourent et insistent pour enregistrer son sang sur leur collier aussi. Une fois que c'est fait, le groupe se dirige vers la Terre des Hommes sans nom à la recherche de la dame qui n'aura pas d'informations pour Ruto. En chemin, Engine se plaint de voir Ruto conduire à travers trop de déchets. Mais Ruto soutient que tout cela est un backup. Engine lui rappelle de rester vigilant puisque c'est seulement sa deuxième fois dans la Terre des Hommes sans nom. Une fois qu'ils se préparent et entrent dans le Penta, qui est connu comme l'une des zones des Hommes sans nom, Zenka ramasse du sable étrange qui s'avère être des particules fines broyées à partir de déchets au lieu de sable réel. Engin dit à Ruto de se préparer, et il semble que Ruto a déjà donné à ses gants le nom de 3 Thor.
Après que Delman dit qu'il est temps de s'échauffer, Ruto se lance directement et glisse le long de la falaise et se tient avec confiance face à la bête des déchets avec son nouveau masque. Pendant ce temps, à la base des Raiders, Jabber demande à son patron s'il pense vraiment que leur cible se trouve dans la terre des hommes sans nom, et le patron dit qu'ils le sauront quand ils y arriveront. De retour avec les nettoyeurs, Tom fait un rapport sur les bêtes de déchets à une vitesse fulgurante, alors qu'une bande de bêtes de déchets jette Rio dans les airs. Elle part les dards en plein vol et effectue une belle retraite avant de plonger pour les faire exploser tous. Un autre scorpion l'attaque par surprise depuis le nuage de poussière, mais elle saute à nouveau dans les airs et tranche un morceau avec une autre puissante plongée. Le morceau cassé passe devant Zenka et frappe la bête de déchets devant lui. Le scorpion est donc déclenché et charge à pleine vitesse vers lui. Il bloque ses attaques incessantes et fait presque semblant de lutter contre elle, mais il passe en douceur devant la queue du scorpion, et quand il essaie de le piquer, il enfonce son bâton dans son visage et le grille de l'intérieur. Juste après cela, d'autres bêtes de déchets apparaissent de nulle part et l'entourent, alors il décide de se mettre sérieux. Mais une énorme bave s'écrase soudainement du ciel, et la puissance pure de l'onde de choc d'Engine fait complètement frémir tous les scorpions. Rio rejoint les deux et Engine pense qu'ils ont terminé, mais il s'avère qu'il en a raté un, alors il laisse Rudo s'en occuper. Rudo se précipite à pleine vitesse et évite l'attaque du scorpion, sortant un vieux clavier. À ce moment-là, le bruit attire l'attention d'une fille qui se réfugie à proximité, tandis que Ruto épelle le pire gros mot qu'il connaît sur le clavier. Cela fait que les touches se détachent et deviennent une barrage de missiles qui s'écrasent sur le morceau de déchet d'en haut. S'il était fier en voyant son ennemi se transformer lentement en poussière, Grise fait la leçon à Tom pour qu'il attende au moins qu'il soit sûr de commencer ses rapports. Mais elle dit innocemment qu'elle ne se souvient pas des choses aussi longtemps et qu'en plus, c'est leur travail de la protéger. Pendant ce temps, Rudo frotte la lentille de son masque alors que sa vision commence à se brouiller et juste à ce moment-là, le grand Delman apparaît avec Tamsi. Delman le félicite pour son travail acharné et admet qu'il regrette de ne pas avoir pu voir plus de ses actions. Ruto se remonte le moral en pensant qu'il a au moins été utile. Soudain, une fille apparaît et demande s'il cherche Amo. Le groupe se demande combien de temps elle est restée là depuis qu'aucun d'eux n'a perçu sa présence. Rudolph soupçonne qu'elle pourrait être celle qu'il recherche. Mais les autres soutiennent que cela ne peut pas être aussi simple. Engine, cependant, fait remarquer qu'elle n'a pas l'air hostile et suggère qu'il pourrait aussi bien lui demander des directions. Rio demande poliment si elle est celle qui surveille les gens voyageant entre la sphère et le sol, et la fille acquiesce tranquillement qu'elle est la vraie affaire. Engine remarque qu'ils ont peut-être eu de la chance cette fois et décide de lui parler. La fille commence alors à tousser, se plaignant que l'air ici n'est pas bon pour respirer, et demande s'ils peuvent continuer la conversation chez Amla, où les masques ne sont pas nécessaires. Les nettoyeurs trouvent étrange qu'elle n'ait pas apporté de masque elle-même, mais elle l'ignore, disant que c'est juste une courte marche. Rio propose d'envoyer un éclaireur seul pour voir si la situation est sûre, mais Engine insiste pour qu'ils y aillent tous ensemble afin que s'il essaie quoi que ce soit de suspect, ils puissent s'en occuper. Alors que la scène change, ils arrivent chez Elmo et Engine est déjà hors de combat alors qu'il tombe à plat sur le sol tandis que la fille reste là complètement indemne. Merci